Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame sur votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pride pour la lecture et l'analyse du manuel général 2020, puisque tous les ans, Game Workshop remet un coup de peinture sur sa version de AOS, avec notamment une réévaluation des coups en points. On va en parler, ça c'est un petit peu décevant. Des réajustements au niveau des scénarios, des règles de décor, et aussi un vrai focus sur le jeu en narratif et le jeu libre. On est ici sur le 3e manuel général de la version 2 de Age of Sigmar et ça fait plaisir de voir qu'on est sur une version très mature de la part de Game Workshop et c'est sans doute la première fois que Game Workshop va aussi loin dans chacun des styles de jeu. On va retrouver par exemple en jeu libre le fait de pouvoir avoir des dogfights avec ces monstres volants. Côté narratif, on va pouvoir créer son personnage et c'est assez bien fait pour le coup. Et en compétitif, on va voir pour la première fois le fait de pouvoir jouer en équipe, non pas avec une convention par les organisateurs, mais là on sera accompagné par Game Workshop et ça c'est très appréciable. On va néanmoins avoir une vraie doléance par rapport à l'ajustement des coups en points, puisque un grand nombre d'armées, notamment celles sorties les 8 derniers mois, donc depuis les Osiarks, ne sont pas couvertes. Et là, on va voir que finalement, quand on voit le méta actuel, rien n'est impacté par celui-ci, il va falloir attendre une fac. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé au global? Est-ce que t'as pas envie de te laisser tenter par du jeu libre ou du jeu narratif? C'est vrai que le côté combat aérien avec les monstres volants, c'est une transposition dans ce manuel des règles qui était sorti dans White Dwarf avec, j'ai l'impression, plus de nouveaux profils. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment super sympa pour les gens qui veulent sortir un peu du cadre d'une partie classique en bataille rangée à 2000 contre 2000. Ça, c'est vraiment très bien. Après, la création de personnages, comme tout bon rôliste, franchement, c'était un rêve de pouvoir se créer ces petits personnages-là. C'est assez bien fait. On peut vraiment aller du petit perso totem ou vraiment au gros monstre sur une bête. C'est assez équilibré et il y a même un système, alors ça reste une règle de jeu de maison, pour le ramener en partie égale en disant que vous dépensez des points de destin et un point de destin, c'est 10 points dans une partie normale. Donc si vous dépensez 40 points de destin pour faire un énorme vampire sur un dragon zombie, il vous coûtera 400 points. Et j'ai testé un petit peu de 3 combinaisons de personnages, c'est très équilibré, donc franchement ça c'est une vraie bonne chose. Après ce que tu disais pour les coups en points, c'est assez vrai malheureusement. Il nous manque principalement Osiark, Séraphon, Tzeentch. Luminette vient de sortir, donc on s'attendait pas à une review des coups en points. Donc il y a un up des anciennes armées qu'on avait bien besoin, notamment les toutes premières qui étaient sorties, je pense à Nighthaunt, Magodkin of Nurgle ou Stormcast qui ont des vraies baisses en points, qui sont assez impactantes, donc tant mieux pour eux. Les gobelins. Et les gobelins. Par contre, les armées qui font le méta, peu de changements. Par contre, pour le jeu égal, c'est pas au niveau des points qu'on va aller chercher les changements, c'est au niveau de la refonte des scénarios et de la refonte de quelques règles spéciales, notamment les règles de royaume. On se retrouve donc les Wargamers en rentrant maintenant dans le dur du manuel général. Il y a deux fascicules. Le premier, c'est uniquement les coups en points et le reste, c'est l'entièreté des autres règles dont on a parlé. On va commencer par parler du code du joueur et c'est assez rigolo parce que je parlais tout à l'heure de maturité de version. Et alors qu'habituellement, on avait toujours un petit paragraphe, tu sais, la fameuse règle de la 4+, si t'es pas d'accord avec ton adversaire, et la petite photo où tu voyais deux mecs en train de boire une bière après leur game. Ça se jouait, c'était souvent sur un parking à 3h du matin de Carouf, hein. Là, ils ont mis en place le code du joueur. Alors attention, c'est les 16 commandements de Warhammer tout court, hein, puisque je pense qu'ils sont aussi applicables sur n'importe quel jeu. Là, rien n'oblige les joueurs à se les faire, c'est donc de la déontologie, mais je trouve ça très bien et c'est la première fois qu'ils sont aussi présents. La première, c'est des règles cardinales qui fait toujours être poli et respectueux et toujours dire la vérité et ne jamais tricher. Ça semble tout bête, mais le simple fait que ça soit écrit au début, je trouve que chaque personne devrait le lire. Tu sais, dans chaque bon club de hobby, tu dois avoir un petit tableau avec toutes ces règles-là. Ensuite, au niveau des principes, on a arrivé à l'heure avec tout le matériel nécessaire pour jouer. Ouais, même moi, il faut que je travaille dessus. Ensuite, on va avoir proposé une poignée de main à l'adversaire avant et après la partie. Bon, avec le premier, ça a été écrit avant, tu vois. Voilà. Ensuite, éviter d'utiliser un langage que l'adversaire pourrait trouver offensant. Ça, à la limite, c'est plutôt bateau. Mais il y en a quand même des très intéressantes et ça prouve encore une fois que Game Workshop a aussi mis un pied dans le compétitif. Oui, notamment, clairement. On le voit au début du bouquin, comme d'habitude, il remercie l'équipe des Faithful qui sont les bêta-testeurs d'avoir fait ça. Mais là, on voit qu'il y a plein justement de retours de tournoi. Proposer à l'adversaire d'examiner votre feuille d'armée avant le début de la bataille. C'est donc la présentation de la liste. Ensuite, répondre aux questions de votre adversaire à propos de votre armée et de ses règles. On est exactement dans la même lignée. Mesurer les mouvements et les distances avec précision et minutie. Il n'y a rien de plus insupportable quand on bouge de 10 de voir l'autre qui bouge de 11 ennemis et ainsi de suite. Qu'il le fasse exprès ou pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ensuite, laissez l'adversaire vérifier vos jeux de dés avant de récupérer ceux-ci. Et ça, c'est vachement important. Très souvent, on voit le mec qui fait ça, et souvent, d'ailleurs, en tournoi, c'est les points qui sont repris. Et on a l'obligation, parfois, de refaire ses jets de dés, ce qui est complètement justifié. Là, c'est quand même très intéressant de se dire qu'un petit point comme ça est au niveau de ces 10 commandements. Et dès le début du manuel, en fait. Ouais. C'est bien. Ensuite, on va avoir demandé la permission à l'adversaire avant de toucher ses figurines. Ah, c'est peut-être après le Covid, finalement. Ensuite, rappeler à l'adversaire les règles qu'il a oublié d'appliquer ou celles qu'il n'applique pas correctement, encore plus si c'est à son désavantage plutôt qu'au vôtre. Ne jamais faire exprès de perdre du temps au cours d'une partie. Alors celle-là,
Souvent, on utilise le terme de jouer la cloque. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'un match est défavorable et qu'on sait qu'une partie, notamment dans un cadre strict, que ce soit en club le vendredi soir ou même justement sur un événement, est capée à par exemple 2h30, 3h, souvent la personne va jouer lentement parce qu'il sait par exemple que ça l'avantagera que la partie s'arrête T4. Et ben là, ça fait partie du code du joueur. C'est dommage qu'il n'y ait pas la punition qui va y avec pour ceux qui l'enfreignent. Mais en fait, ce que tu disais, c'est vrai, on voit vraiment que Games essaie de mettre sa patte sur tous les aspects de son jeu, notamment le compétitif. Et ça, c'est vraiment des commandements qui sont basés sur le compétitif. En partie amicale, quand tu disais autour d'une bière, tu prends le temps de faire ta partie. Mais en tournoi, sachant qu'il rappelle vraiment, encore une fois, qu'une partie de 2000 points en jeu égal doit durer entre 2h et 2h30, ce qui est largement faisable, il rappelle aussi que jouer la montre, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ensuite, on en a un que je comprends pas trop. C'est éviter de distraire l'adversaire quand il essaye de se concentrer et respecter son espace personnel. Oui, ça c'est dur pour toi. Je sais que t'as du mal, mais... Ensuite, on va voir ne jamais vous plaindre à propos de manque de chat ou de la chance de votre adversaire. C'est moi, ils ont écrit chat, hein. Ouais. Et enfin, ne jamais s'entendre par avance avec l'adversaire sur l'issue d'une partie. Ah, ça aussi, je l'ai vu malheureusement en tournoi, c'est arrivé. Donc ouais, c'est les bases, on va dire, les bases de ce qui reste un hobby et ce qui reste un jeu qui doit rester un plaisir, mais c'est bien de le rappeler. On va maintenant rentrer dans la partie jeu libre. On va rester assez high level par rapport à celle-ci, mais néanmoins, ça a été la création d'un vrai mini-jeu où justement on va pouvoir jouer des figurines qui ont le mot-clé vol et monstre avec la partie Cieux de Massacre. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un mini-jeu, c'est-à-dire on a beaucoup de profils, quasiment tous les monstres volants ou les personnages volants sur des monstres de l'ensemble des factions sont représentés, donc ça c'est vraiment sympa parce que ça laisse personne derrière, et on a des scénarios, toutes les règles qui vont bien, c'est vraiment de la micro-gestion avec des virages sur l'aile, le retour des arcs de vue, on peut attaquer l'adversaire par derrière, on peut attaquer l'adversaire par les flancs, ça rappelle certaines des mécaniques qu'il y avait dans un vieux jeu de bateau qui s'appelait Dreadfleet à l'époque, et on a même un petit mode de campagne pour développer ça, franchement ça a l'air assez complet. Ensuite, on passe à la partie narratif. Et pour le coup, alors qu'habituellement, en narratif, c'est un petit peu what the fuck, là on arrive sur un système de création de personnages qui s'appelle l'enclume de l'apothéose, qui est assez bien ficelé, et j'espère qu'on pourra avoir la validation de son adversaire pour pouvoir ramener justement ses créations de perso dans le jeu égal, même si évidemment en tournoi on le fera pas. En tout cas, c'est quand même super cool. Je vais juste lire les quelques petites lignes qui introduisent cette partie, puisque dans les cryptes du Aussi Marion, les plus grands guerriers de Stormcast Eternal sont forgés sur l'enclume de l'apothéose. Les autres races et allégeances des royaumes ne manquent toutefois pas de champions semblables, et tous ont enduré des épreuves qui octroient des particularités et qualités qui ouvrent les portes du pouvoir. C'est de toute beauté, hein. C'est grand, c'est beau, c'est rond. Donc en fait, ça nous laisse le choix avec un système de points de destin, où j'ai soit ce qu'on appelle un champion qui va vous donner un pool de jusqu'à 20 points de destin, soit un conquérant qui va vous donner jusqu'à 40 points. Et en fait, vous allez choisir votre archétype, donc un elfe, un malignante, un vampire, donc qui va vous coûter un certain nombre de points. Et après, vous allez pouvoir lui rajouter pratiquement tout, en fait. Son type d'arme, est-ce que ça va être un prêtre, est-ce que ça va être un totem, est-ce que ça va être un sorcier, est-ce qu'il va avoir telle ou telle aptitude de commandement. Vous pouvez jouer sur ses statistiques, en augmenter certaines, augmenter son type d'arme, lui mettre une monture, etc. Donc c'est vraiment très complet, ça permet de faire tous les types de personnages, avec justement à chaque fois ce pool de points à respecter, et on peut vraiment aller faire des choses assez intéressantes avec. Au niveau justement des différents garde-fous, comment est-ce que ça va te faire pour pas justement pouvoir stacker toutes les règles trop fortes? Et alors il y a un petit garde-fou qui a été mis en place, c'est-à-dire que les aptitudes ne peuvent être prises qu'une seule fois, et les améliorations de caractéristiques ne peuvent être prises que 3 fois, et elles coûtent en général assez cher. Donc si vous prenez par exemple un humain armé d'un marteau, qui est la meilleure arme qu'on peut mettre à un humain, mais qui va toucher que sur un 4, vous pouvez dépenser 2 points de destin pour améliorer 2 fois sa caractéristique de touche et l'amener à toucher à 2+, mais vous pouvez pas faire ça et pour blesser, et pour sa rend, et pour les dégâts qu'il va faire, et pour sa sauvegarde, et pour ses points de vie. C'est impossible en fait de créer la brute ultime. Il va falloir faire un choix à un moment entre les capacités de commandement, le tanking, l'attrition pure. J'ai fait des tests pour essayer de créer la plus grosse horreur possible en Daughter of Cain, tu peux pas. Voilà. Donc en fait c'est équilibré, et les personnages que ça crée, même si tu les ramènes à leur coût en points avec la transposition du jeu égal, de dire qu'un point de destin vaut 10 points. Donc surcapé à 400 points. Voilà, si tu dépenses tes 400 points, entre guillemets, tu vas créer des personnages qui seront la plupart du temps moins forts que ce que tu aurais logiquement dans les Battle Tomes. Donc ça reste quand même assez équilibré. C'est de la règle maison, certes. Je pense qu'on l'appliquera, nous, pour French War Game Day, pour la campagne narrative, parce que je pense que ça va être super intéressant de permettre aux joueurs de venir avec leurs personnages dans lesquels ils pourront vraiment s'identifier. Et il n'y a pas de gros craquage, on peut pas faire d'abus. On passe ensuite, enfin, au jeu égal. Là, on va découvrir la partie bataille rangée de 2020, donc adopté jusqu'au prochain manuel du général. Et là, on voit déjà au niveau que des restrictions des différents formats, il y a des changements. On va commencer par la partie avant-garde, donc les parties qui vont maximum jusqu'à 1000 points. On retrouve 1 à 4 leaders, 2 lignes minimum, artillerie, behemoth et sort persistant de 0 à 2 entrées au niveau de son armée. Et 200 points d'alliés, c'est déjà ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais déjà, 2 sorts persistants. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on va par exemple sur Os de bataille, qui est la même chose, mais appliqué à un format de maximum 2000 points, on est limité à
3 sorts persistants. Qu'est-ce que ça va impliquer pour certaines armées et qu'est-ce que tu penses toi en termes de jugement de ce genre de limitation? Alors, globalement, je pense que c'est bien d'encadrer les sorts persistants. Il y avait quand même certaines armées qui n'en avaient pas besoin et qui avaient tendance à en abuser. Je pense notamment à certains builds City of Sigmar ou Séraphon. Maintenant, le pendant de cette règle, et ce qui est dommage, c'est qu'elle va tuer aussi certaines constructions d'armées. Je pense notamment au Gloomspite, les pauvres, dont une des seules vraies listes compétitives reposait sur le fait de jouer beaucoup de Endless Spell pour gêner l'adversaire et générer beaucoup de dégâts. En fait, cette liste va disparaître avec cette restriction-là. Donc d'un côté, c'est bien parce que ça nerf les Battletomes peut-être les plus forts qui n'avaient pas besoin de ça et que ça rendait peut-être encore plus fort, mais ça va tuer aussi certaines Battletomes. Quand je dis tuer, c'est encore une fois sur la scène très compétitive. Ça va tuer certains builds Gloomspite qui étaient corrects, agréables à affronter et qui disparaissent à cause de ça. Mais alors, globalement, oui, c'est quand même bien. Mais dans les 10 commandements, ils disent pas que t'as pas le droit de loufer à côté de l'adversaire. Toujours dans la partie bataille rangée, c'est intéressant aussi de voir la durée d'une partie conseillée, ou en tout cas celle à laquelle on doit aller. Quand on parle d'un os de bataille, donc d'une armée qui va jusqu'à maximum 2000 points, on est de 2h à 2h30. Et c'est intéressant puisque souvent, en tout cas, en événement, les rondes durent entre 2h30 et 3h. Et on voit beaucoup de games qui n'avancent pas quand même. 2h30, c'est vraiment bien pour jouer jusqu'à vos 5 tours, déploiement compris. Après, c'est vrai qu'en tournant, on a tendance à rajouter une petite demi-heure pour justement respecter ce qu'il y a écrit dans les commandements, présenter sa liste à l'adversaire, sympathiser 3 minutes avant, etc. Mais une partie d'AOS en 5 tours, 2h30, c'est très bien. Yes, ensuite, il parle du champ de bataille. On est toujours sur une table de 48 par 72 pouces. Ensuite, assez intéressant, il y a une partie pour le jeu organisé, notamment quand il parle des règles de terrain de faction. Puisque ceux-ci vont avoir une règle harmonisée ici, qui ne peut pas être sur un objectif, tout ce qu'on a l'habitude de voir. On se rappelle aussi qu'il y a certaines dérogations. On pense au décor des Osiars qui est placé avant les décors. Ou des Séraphons, c'est plus les seuls. C'est vrai. Et là, il est précisé que quand on joue justement sur une table déjà installée, alors c'est aux joueurs de s'adapter et pas au décor d'être bougé. Et ça, c'est très positif. En fait, on a le même corpus de règles sur le placement des décors qu'on avait l'année dernière, avec un petit encart pour le jeu en tournoi. Pour dire qu'en fait, en tournoi, vous n'allez pas redéployer les décors qui étaient déjà mis en place. C'est quelque chose qui avait quand même fait beaucoup de bruit, la gestion des décors. On se demandait vraiment comment ça allait être fait. Malheureusement, on n'a pas eu tant de tournois que ça cette année à cause du confinement, ce qui fait que personne n'a vraiment déployé ses tables au début d'un tournoi, etc. Et là, maintenant, ils remettent qu'effectivement, quand la table est déjà mise en place par l'organisateur, vous vous adaptez à la table qui est là. Ça, c'est plutôt bien d'avoir pris le temps de nuancer ça, et ça montre encore une fois que Games met vraiment sa patte aussi sur le compétitif et a des retours d'expérience. Parce que ça, c'est des doléances qui viennent clairement de joueurs de tournoi, qui leur ont dit, écoutez, ça fonctionne pas, etc. et qui le prennent en compte, c'est vraiment bien. Ensuite, on découvre les triomphes, où là, pour le coup, on a une petite surprise, puisque historiquement, il y en avait 3. En 2019, avec le manuel général, ils étaient passés à 6. Et là, ils roll back et ils reviennent à 3. Peut-être parce que trop de complexité au niveau des décors, des triomphes, ça fait beaucoup de choses à se souvenir, et finalement, on se retrouve à peu de fois tout penser dans une partie. Là, en gros, un triomphe, on va tout simplement regarder avec son adversaire le coup en points de nos armées, et celui des deux qui a le moins de points va bénéficier d'un triomphe. Avant la partie, il va lancer un D3, et ce résultat lui offrera un bonus qui pourra claquer dépendamment de la règle. Si jamais sur son D3 il fait 1, alors il aura le droit d'utiliser la règle inspirée une fois par bataille. Quand une unité amie est choisie pour tirer ou combattre, vous pouvez dire qu'elle est inspirée. Dans ce cas, relancez les jets de touche pour les attaques de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Réussi ou raté. Ça aussi, c'est assez intéressant. Ensuite, on va avoir sanguinaire une fois par bataille. Quand une unité amie est choisie pour tirer ou combattre, vous pouvez dire qu'elle est sanguinaire. Dans ce cas, vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Et enfin, indomptable. Une fois par bataille, avant de faire un jet de sauvegarde pour une unité amie, vous pouvez dire qu'elle est indomptée. Dans ce cas, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde contre l'attaque qui cible l'unité jusqu'à la fin de la phase. On est revenu à ce qu'on avait avant l'ancien manuel général, ce qui est très bien, parce que le triomphe, c'est quand même quelque chose que la plupart du temps, on a tendance à oublier. Et surtout qu'en fait, les effets vraiment impactants, c'est-à-dire ces trois-là, étaient dilués dans les 3 nouveaux qu'ils avaient rajoutés, à savoir relance d'une course ou d'une charge, ce qu'on peut faire avec des CP, avoir un CP automatique, mais pareil, c'était une chance sur 6, c'était quand même très aléatoire, ou s'immuniser une fois là, un test de morale, ce qu'on avait aussi avec un CP. Donc en fait, ça servait pas à grand chose, ça diluait les effets assez intéressants, ça faisait qu'en fait, on le prenait encore moins en compte. Là, quand même, on revient sur le fait de se dire, peut-être il y a des fois où je vais aller chercher un Endless Spell à 20-30 points de moins pour aller chercher un triomphe, parce qu'ils peuvent quand même retourner des parties. Ils sont tous très forts. Le 1 et le 2 sont vraiment très bons, et surtout que maintenant, on peut relancer tous les jets de touche, et pas forcément les jets de touche réussis. Et encore une fois, quand on voit qu'il y a des unités, par exemple, qui proc des attaques en plus, ou de la BM sur un jet de 6 ou de 5, le fait de relancer l'ensemble des touches va considérablement augmenter les dégâts qu'on va faire. Donc ça redevient très intéressant, je pense que c'est une règle qu'il va falloir vraiment ne pas oublier, et je pense que c'est bien de resimplifier ça. Moi au début j'avais peur, je me suis dit je vais aller voir les triomphes, ça se trouve il y en a 12,
Pareil, les décors, on était passé de 6 à 12, je me suis dit cette année, il va y en avoir 18. Non, ils sont restés à 3 triomphes, c'est bien. Ils sont restés à 12 éléments de décor, c'est vraiment bien. Yes, juste pour rentrer un petit peu dedans, c'est assez rigolo parce qu'on a inspiré Sanguinaire. C'est au moment où on va être choisi pour combattre, le seul qui offre vraiment une latitude de jeu. Je trouve que c'est indomptable l'histoire des sauvegardes parce que c'est au moment où tu fais ta sauvegarde. Tu as déjà vu le jet de dés adverse pour savoir combien de sauvegardes tu vas avoir à faire. Et ça peut vraiment être très structurant si c'est bien utilisé au bon moment. Ensuite, on retrouve les tableaux de paysage, tout simplement les traits, les règles amenées par justement les bâtiments et tout ce qui va faire une tableau de jeu. Là, il n'y a pas de changement, on va pas rentrer dedans. Au niveau des aptitudes de commandement, on retrouve les 2 familles qu'on avait en 2019. Pourquoi 2 familles? Tout simplement parce qu'il y en a une qui va s'utiliser en entièrement à 12 ou 18 pouces, dépendamment du personnage qui va lancer cette aptitude de co, ou alors les anciennes, qui vont être par exemple la relance des 1 au corps à corps, la relance des 1 au tir, la relance des 1 aux sauvegardes, donc 3 qui peuvent être très 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 fortes en partie. Et les anciennes, c'est le fait à partir du moment où on a déjà fait un jet de course, alors de pouvoir tout simplement transformer le résultat du dé à 6, de pouvoir aussi s'immuniser braverie, et le dernier. Et le relance des charges. Que de la fiabilité, tout ce qu'on aime. Et enfin, avant d'attaquer les scénarios, dernier point très 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 structurant, c'est le fait que maintenant, les insensibles à la douleur, sous-entendu les jets de dés qu'on va faire après avoir subi une blessure et raté la sauvegarde, sous-entendu avant de retirer le point de vie, certaines unités pouvaient lancer un dé et sur un score, l'annuler. Avant, si on avait plusieurs fois une règle similaire, alors on allait enchaîner les jets de dés. Maintenant, c'est limité à 1 et on va prendre la valeur la plus avantageuse. Donc c'est très 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 structurant, notamment pour des nagash qui pouvaient justement annuler les blessures par 3 ou 4 moyens. Alors, d'un côté, c'est très bien parce que ça va raccourcir les parties, ça va les rendre plus nerveuses. Il y a quand même rien de plus frustrant que de voir un adversaire faire sauvegarde, relance des sauvegardes, premier feel no pain, relance du feel no pain, deuxième feel no pain et troisième feel no pain. Bon, 7 jets de dés, quand toi t'avais un jet d'attaque et un jet de blessure, ça avait un côté un peu frustrant. Donc ça, c'est bien qu'il l'ait simplifié. Encore une fois, ça va rendre les parties plus nerveuses. Maintenant, le problème, c'est qu'il y avait des unités dont le tanking était basé sur l'accumulation de ce type de règles-là, qui l'ont perdu, mais qui n'ont pas vu leur coût en points révisé à la baisse par rapport à ça. Donc c'est juste un nerf de toutes ces unités-là. Ça touche quand même beaucoup la mort, parce que c'était quand même la faction qui avait tendance à le plus empiler ces Philopines-là, et un peu plus le chaos, notamment contre les sorts. Ils avaient tendance à avoir des boucliers qui permettaient de réfléchir les sorts, ce genre de choses. C'est quand même un nerf global de ces unités-là, sans que le coup en point aille avec. Mais ce que tu as dit, c'est vrai que c'est très structurant. C'est un des plus gros changements de ce manuel du général. C'est la mort et pas la bouge. Ensuite, on va passer au scénario de 2020. C'est souvent ça aussi qui fait la méta, puisque pour le coup, on gagne ou on perd une partie avec des points de victoire. Là, on retrouve 12 scénarios retapés, flagués 2020, et les 6 scénarios du bouquin de base. Donc ça en fait donc 18 au total, même si nous, en général, on préfère ceux de 2020, puisque comme ils ont évolué avec les versions, alors ils sont souvent plus équilibrés par rapport aux armées, point fort, point faible. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de réelle nouveauté majeure. Il y a les 2 scénarios, on va dire, les moins équilibrés de l'ancien manuel qui ont disparu, qui ont fait le saut. Il y en a 2 nouveaux qui sont arrivés, qui ont l'air assez équilibrés, qui sont vraiment originaux par rapport à ceux qu'on avait d'habitude de voir. Et après, il y a plein de micro-changements. Alors, dans les micro-changements, on a des changements sur les zones de déploiement, qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sont un peu plus équilibrés, qui pénalisent un peu moins une alpha strike ou ce genre de choses. Et on a un truc qui est très intéressant dans la manière de marquer des points. On voit que beaucoup des scénarios classiques qu'on a quasiment depuis le début d'AOS ont des tout petits changements, donc ça tient sur une ligne, mais ça vous dit que si vous tenez un objectif et qu'il y a un héros à 6 pouces ou qu'il y a un monstre à 6 pouces, vous allez marquer un point de victoire supplémentaire. Ça a l'air de rien comme ça change totalement la manière de les jouer. Parce que mine de rien, on avait souvent des scénarios où on avait des objectifs dans notre camp qu'on avait tendance à tenir avec des petites unités de 5 libérateurs qui coûtaient pas grand chose. Et ben là, tu te dis que si tu as un héros qui est à côté, au lieu de scorer 1 point par tour, tu vas scorer 2 points par tour. Ce qui, sur 5 tours, va faire une énorme différence quand on fera le compte à la fin. Donc, je pense que ça va amener à revoir un petit peu nos listes, à essayer de rentrer des héros ou des monstres, parce que c'est assez bien réparti entre les différents scénarios, entre les héros et les monstres, pour avoir justement ce type d'unité pour aller scorer tel ou tel scénario. Mine de rien, ça fait beaucoup réfléchir sur la manière de relire ces scénarios-là. Pour présenter un petit peu les 2 nouveaux scénarios dont tu viens de parler, le premier, c'est le fil de l'épée. Au niveau du déploiement, on découvre le fait qu'on est sur un ob de guerre, mais surtout que les objectifs sont très proches les uns des autres, puisque à 18 pouces d'un bord de table, sur une table qui en fait 48, ça veut dire que les objectifs en face à face sont à 12 pouces les uns des autres. Ça veut aussi dire que d'ailleurs la zone de déploiement va être 12 pouces de son côté de la bord de table et qu'on sera donc à 6 de l'objectif qu'il va falloir aller chercher. Mais en tout cas, c'est très agressif et on va avoir comme règle aussi très intéressante le fait qu'au début de chaque round, après le premier, le joueur donc, qui a le deuxième tour va pouvoir choisir un des objectifs et le supprimer. Et là, c'est assez intéressant puisque habituellement, on vise toujours d'être premier joueur à AOS, sauf au premier round, mais en tout cas dans l'espoir de soit taper tout de suite, soit pourquoi pas essayer d'avoir un double tour après. Et là, on voit que en plus du fait de contrôler les sorts persistants, mais ceux-ci sont de plus en plus limités parce que maintenant on a des sorts persistants qui peuvent pas bouger si c'est l'ennemi qui les contrôle et ainsi de suite. Là, le deuxième joueur va avoir comme avantage de contrôler où va se faire la bataille.
Ouais. Bah, c'est un scénario qui est très agressif parce que les objectifs sont vraiment très resserrés. Celui qui va jouer en premier va pouvoir quasiment prendre le contrôle de tous les objectifs dès le tour 1. Mais après, c'est le joueur qui va jouer en deuxième qui va décider où la bataille va se polariser en détruisant les objectifs sur une partie du champ de bataille. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester celui-là, mais je pense qu'il est très intéressant et que c'est un peu comme la mère de toutes les vertus qui a toujours été mon scénario préféré. Je pense qu'il est assez dur à vraiment réfléchir sur comment tu vas mener la partie et c'est vraiment intéressant d'avoir ce scénario-là. Il remplace l'orbe de transfert qui était le scénario de la chance absolue où tu jetais un dé et ton objectif il se barre à l'autre bout de la table. Celui-là est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus tactique, tout en étant très agressif. C'est quand même pas mal, sachant qu'on est dans un méta avec beaucoup d'armées de tir qui vont pas aimer ce scénario-là. C'est bien de l'avoir. Et comme deuxième scénario sur lequel on va faire le focus, c'est le deuxième nouveau, à savoir forcer la main. Là, on retrouve une répartition au niveau justement des deux territoires assez particuliers, en escalier, avec seulement 2 marches. Et on sera en déploiement à 12 pouces, de l'autre côté de la table, en respectant toujours justement la suivi de cet escalier-là. Là, on va avoir 2 objectifs quasiment sur la ligne de déploiement et un adjacent à la zone de territoire adverse. Et ce qui est très rigolo, c'est que pour le coup, là, c'est le joueur adverse qui va choisir quel objectif vaut cher chez nous, pour nous. Ouais. Et ça, c'est assez rigolo. Encore une fois, très intéressant à appréhender, puisque l'autre va choisir où va se passer le combat. Ouais, encore une fois, c'est très intéressant d'avoir des scénarios à choix. Les scénarios d'AOS, en fait, ne laissent pas libre le joueur sur le placement des objectifs. Bon, ils sont déjà fixés par le plan de bataille. Par contre, c'est intéressant de savoir où on va polariser la partie, encore une fois, parce que c'est pas comme objectif mouvant où c'est aléatoirement un résultat de dé qui va définir quel est l'objectif qui va valoir cher et donc vers lequel on va se précipiter. Là, c'est le choix de l'adversaire, donc ça nécessite encore une fois d'avoir une anticipation sur la partie et sur les 5 tours. Franchement, il est vraiment bien celui-là. Ensuite, on découvre une partie très intéressante et surtout surprenante. C'est celle des royaumes de bataille. Historiquement, les royaumes de bataille avaient comme seul intérêt réel d'aller chercher des artefacts. Et ça crée, on va dire, des personnages assez inattendus qui, au niveau de leur war scroll, étaient pas fous. Au niveau de leur coup en point, on sentait qu'ils n'avaient pas été pensés pour être éthérés et ainsi de suite. Et donc, il y avait quelques abus qui étaient faits, ou en tout cas abus qui permettaient de sauver certaines armées aussi. Mais en tout cas, là, ils ont clairement simplifié les différents royaumes en les égalisant un petit peu tous, sauf un. C'est là où on va avoir une vraie doléance, en fait. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? J'ai trouvé ça très bien d'avoir fait ce choc de simplification-là, entre guillemets. Alors, évidemment, il y a toujours des perdants dans ce genre de choses. C'est-à-dire que maintenant qu'on n'a plus qu'un domaine par sort, maintenant qu'on n'a plus qu'un sort par domaine de royaume, évidemment, Nagash a tendance à pleurer, parce qu'avant, il avait 6 sorts supplémentaires, aujourd'hui, il n'en a qu'un. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour les joueurs qui jouent Nagash, c'est un gros nerf. Après, de manière globale, ça va beaucoup aussi accélérer les parties, de plus avoir des traits de royaume qui étaient parfois totalement n'importe quoi, d'avoir des sorts qui n'étaient pas équilibrés parce qu'ils n'avaient pas été pensés pour le tournoi ou pour ce genre de choses, et il y a beaucoup moins d'aléatoires qu'avant. C'est-à-dire, avant, on arrivait sur un royaume, on pouvait avoir un monstre en plus, on avait des sorts qui permettaient de retéléporter des unités sur la table. Enfin, il y avait des trucs qui étaient franchement abusés et pas équilibrés. C'est pour ça qu'on les voyait quand même très peu. Moi, j'ai jamais été un gros défenseur du fait de jouer avec les royaumes. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple, et encore une fois, à une exception près, Shaman, c'est globalement assez équilibré, voire même globalement peu impactant. Voilà. Mais c'est quand même bien d'avoir fait ça, de n'avoir plus qu'un sort. Là où moi je nuance un petit peu, c'est que maintenant on n'a plus qu'un seul artefact. Et c'est vrai que ça fait quand même perdre tout le supplément Marine Sorcery où il y avait énormément d'artefacts, dont certains qui étaient vraiment très bien. Alors on pense à l'amulette éthérée, qui était quand même vraiment elle structurante par rapport au méta. On pense à l'Ether Quartz Brooch, qui permettait de créer des listes combo, Idonette ou Flash Eater, pour générer des points de commandement. Récupérer des PC sur du 5+. Tu joues pas à Ultramarine, toi? Si. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc ça, malheureusement, entre guillemets, ça va faire disparaître des monstres ou des builds de listes. Maintenant, encore une fois, il y avait beaucoup d'artefacts. On n'en jouait que 3-4. Les 3-4 qui étaient pas équilibrés. La cape du Doppelganger, la Thermal Rider Cloak, celle-là, je suis désolé, je connais pas le nom en français. La Gearstock, l'amulette éthérée, les Terre Quartz Brooch, ce genre de choses. Voilà, qui étaient parfois peut-être un peu trop forts. Aujourd'hui, on a des artefacts qui sont corrects sans plus. On a des sorts de royaumes qui sont tous corrects sauf un, et on a des aptitudes de commandement de royaume qui sont bien. Donc globalement, c'est une grosse simplification. Il y a beaucoup moins d'aléatoires, et ça, je trouve ça assez bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus tenté d'avoir envie d'organiser ou de participer à un tournoi qui joue les royaumes que je ne l'étais l'année dernière. Ok, on va commencer par le royaume de Hakshi, avec le royaume du feu. On va avoir comme nouveau sort automatiquement connu de nos magiciens Boule de feu, qui est une valeur de lancement de 5. En cas de succès, on va choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins. Si elle compte de 2 à 9 figurines, elle prendra D3 blessures mortelles. Et si elle en compte 10 ou plus, alors ça sera D6 blessures mortelles. C'est un bon upgrade du projectile magique sur un royaume qui se veut être agressif. C'est un sort qu'on avait l'habitude d'avoir, il existait déjà avant celui-là. C'est bien qu'il l'ait conservé, celui-là est très équilibré. Yes, au niveau du 3 de royaume, on va avoir terre brûlante, le fait que tous les éléments de terrain présents sur la table vont en plus
des traits habituels à avoir paysage volcanique. On rappelle, paysage volcanique, vous jetez un dé si vous avez une unité à 1 pouce ou moins du décor, et sur un 6, elle prend des 3 blessures mortelles. Encore une fois, ça change pas la partie, et ça représente bien ce qui est censé être le royaume du feu. Yes, au niveau de l'artefact, on va avoir la rage lame incandescente. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet des touches non modifié par une attaque est 6, alors on va faire 2 touches au lieu de 1. Bah, il a chopé une arme de Nadirite, il est content. Et enfin, tous les héros connaîtront aussi une nouvelle aptitude de Co qui est ferveur enflammée. En gros, on pourra choisir une unité amie entièrement à 12 pouces ou moins de héros et ajouter 1 au jet de course et de charge de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. On ne peut pas bien évidemment la stacker, mais ils courent plus vite parce qu'ils sont chauds. C'est pas mal, franchement, ça fait une bonne aptitude. Alors, c'est encore une fois moins fort que par exemple la reroll totale de la charge ou le fait de transformer sa course en 6, mais c'est un bon bonus combinable avec les deux autres. Encore une fois, c'est bien dans ce qu'on imagine à Takshi. C'est un royaume qui est très équilibré, dans lequel jouer ne changera pas ce que la game aurait pu être si elle avait été par exemple faite sur une partie sans royaume. C'est juste des petits bonus qui sont intéressants de mettre en place, ce qui va malheureusement pas être le cas du prochain. Yes, puisque le prochain c'est Shaman avec le royaume du métal. On va avoir comme sort la défense métamorphique, qui est un sort qui passe sur du 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité amie visible entièrement à 12 pouces ou moins du lanceur, ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Bah ça c'est un sort qui est idiot. En fait c'était l'ancien bouclier magique qui avait disparu du passage à la V1 à la V2 parce qu'il était jugé trop fort et qui permettait de créer des choses non couvertes parce que doivent être le coup en point des unités. Faut imaginer qu'avec ça on a un Agash en Petrifex qui a 1+ de save. On a des Ossiarques qui sont en save à 2. Alors je vais pas m'acharner sur les Ossiarques, les autres vont arriver derrière. Hein. On peut créer des Séraphons qu'on save à 0+. Des skinks, je pense pas que ce soit prévu d'avoir des skinks à 0+, je te parle même pas du Bastiladon à -1+ de sauvegarde. On peut avoir des luminettes, on parlait des Stoneguard qui peuvent passer à save à 2 relançables. Enfin ce sort en fait est trop fort, va pénaliser les armées qui n'ont pas d'intérêt à se le lancer ou qui n'ont pas de sorcier parce qu'ils se lancent à 7, et va renforcer Séraphon, Ossiark, Tzeentch, c'est-à-dire toutes les armées qui sont déjà dans le top du méta aujourd'hui, vont systématiquement aller dans Shaman. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, au début de la partie, chacun des deux joueurs lance un dé, et celui qui gagne le jet de dé choisit le royaume dans lequel la partie va se passer. En fait, il va pas y avoir de jet de dé. Les deux joueurs vont arriver, vont dire, je vais chez Shaman, moi aussi. Bon, on jette pas de jet de dé, on va chez Shaman. Le seul moyen d'esquiver ça, c'est si ton armée n'en bénéficie pas. Il y en a pas tant que ça des armées qui n'en bénéficient pas, parce que pratiquement toutes les armées ont un sorcier, et pratiquement toutes les armées ont envie d'avoir +1 en sauvegarde. Mais on parle par exemple des Ishlaen Guard, elles peuvent passer à save à 2+, le tour où elles chargent, en ignorant l'arène, parce qu'elles ne sont pas éthérées, donc elles bénéficient de ce bonus-là. Donc ça permet de créer des choses qui sont trop fortes, voire trop frustrantes. Donc quasiment tout le monde va avoir envie d'aller en Shaman, et malheureusement c'est triste, parce que c'est juste ce sort-là qui déséquilibre l'ensemble des royaumes. Et j'ai peur qu'on se retrouve à, je vais chez Shaman, moi aussi je vais chez Shaman. Voilà. Au niveau justement du trait du royaume, les décors vont avoir terre transmutatrice, puisque en gros les éléments de terrain, en plus des règles habituelles, vont avoir le paysage étrangleur. C'est -2 à la course ou -2 à la charge quand on part du décor pour charger. Encore une fois, c'est pas mal, c'est un élément de décor qu'on avait l'habitude d'avoir. Voilà, c'est que ça favorise les armées de tir. Donc ça, par contre, on n'en avait peut-être pas forcément besoin dans le méta actuel, mais c'est pas trop impactant. Yes, l'artefact, c'est la plaque de protection parfaite. En gros, le porteur ignorera la reine -1. Correct et fluff. Yes. Et enfin, le décret de royaume, l'âme vivante, l'aptitude de commandement se lancera sur une unité amie entièrement à 12 pouces ou moins du héros. Et en gros, l'unité pourra ajouter 1 à ses jets de touche pour les attaques de mêlée. Bah, c'est un bon bonus. On voit quand même qu'on a un bon artefact qui se combine quand même très bien avec le malheureux sort du royaume. Donc je vais passer par exemple à save à 1+, et je vais ignorer la reine -1. Ça va être dur de me tuer, dis donc. Et on a un petit bonus pour faire +1 pour toucher, ce qui contrebalance un peu le fait que les décors qui vont tous avoir le trait étrangleur vont un peu renforcer le tir. Il aurait été équilibré s'il n'y avait pas eu ce sort-là. Je trouve ça vraiment dommage, en fait, que Games se rende compte du passage à la V1 à la V2, que ce sort est trop fort et qui crée des choses un peu dégénérées, et qui te le remettent comme ça dans un manuel du général, pas dans une extension. Dans une extension, on aurait pu comprendre, et assez souvent, quand les extensions sont pas équilibrées, on les joue pas. Là, t'as quand même souvent les termes devez. Vous devez choisir un royaume. Donc, on va avoir tendance à le faire, parce que Games, on va partir du principe qu'il a pensé son jeu avec ça. Pourquoi ils mettent ce sort-là? Encore une fois, 7, ça a pénalisé les armées qui n'ont pas de bonus. Mais toutes les armées aujourd'hui du haut du méta vont entre +3 et +4 pour lancer leur sort, voire les lancent automatiquement. Et on parlait la dernière fois du fait que Tekli c'était pas très tanky. Et ben avec ça, il va jouer en Shaman, il va passer à save à 3, il va claquer son Ether Quartz, il va passer à save à 2, va le chercher maintenant. Voilà. C'est dommage qu'il y en ait un qui soit tellement au-dessus des autres. Et il peut le faire 2 tours s'il a le bon poste. Mais oui. Ensuite, on passe au royaume de Gur. On va avoir comme sort aspect sauvage. Il se lance sur du 5. On pourra choisir une unité entièrement et visible à 12 pouces du lanceur et on ajoutera 2 au jet de course et de charge pour l'unité. Bah voilà, ça c'est bien. Alors c'était le royaume classique de la dégénérescence avant. C'est-à-dire que le trait de royaume de celui-là, c'était que vous avez le droit de venir avec un behemoth supplémentaire. Vous jetiez un dé. Si vous faisiez 6, vous aviez un autre behemoth.
Donc il y avait des petits malins qui se sont ramenés en tournoi avec des monstres Forge World à 600 points le monstre. Donc là, ça avait un petit côté pay to win, pas très agréable. Ils ont arrêté tout ça avec Gur, c'est très bien. C'est une bonne règle, sans plus, c'est équilibré, c'est parfait. Je vends 2. 2 dragons de Carmine, 2 Forge World. Au niveau du trade royaume, on va avoir Terre féroce. C'est le fait que, en plus des autres règles, les décors vont avoir paysage fatal. Alors c'est pareil, c'est à peu près la même chose que Volcanique. Si vous finissez un mouvement à travers un décor, vous jetez un dé. Si vous faites 1, vous subissez des 3 blessures mortelles. Encore une fois, c'est pas très structurant, ça fera toujours un peu mal au petit Rose Caven caché dans son New Hall, et pour ça c'est bien. Yes, l'artefact va être la torque du prédateur, c'est tout simplement le fait de pouvoir relancer les jets de charge pour le porteur. Très bien aussi. Yes, et le décret de royaume rugissement bestial est une aptitude de co qui fait qu'on va pouvoir choisir un monstre entièrement à 12 pouces ou moins du personnage, et jusqu'à la fin du round, lorsque vous consultez la valeur du tableau pour savoir s'il a un profil dégressif, alors il est considéré comme ayant eu 0 point de vie. Bah ça c'est une bonne règle, très équilibrée en fait. Ça met bien l'accent sur les monstres d'Angur, qui est le royaume de la bête, donc c'est très bien, sans être obligé d'aller chercher une règle un peu débile qui permet de rajouter un behemoth sans valeur de points sur la table. Encore une fois, c'est la preuve d'un équilibrage réfléchi et intelligent. C'est triste qu'on l'ait pas eu sur Shaman, mais franchement, sur Gur, très bien. Yes, on passe ensuite à Giran. Là, apparemment, on dit Giran, je crois. Yes. On passe ensuite au royaume de Giran avec le royaume de la vie. On va avoir comme sort le bouclier d'épines qui passera sur du 5. Si lancé avec succès, choisissez unité amie, visible et entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros. Toute unité ennemie qui termine un mouvement de charge à 3 pouces ou moins de l'unité ciblée subira D3 blessures mortelles. Bah, c'est un petit bonus assez sympa à prendre, assez défensif, mais franchement, très correct. Et ensuite, le trait de royaume qui vont hériter tous les décors, c'est terre verdoyante. En gros, on va gagner la règle paysage guérisseur. Donc ça permet de jeter un dé. Si vous faites 6 et qu'une unité à côté du terrain, elle va récupérer des 3 blessures mortelles. C'est l'inverse de celui qu'on a vu jusqu'avant. Encore une fois, c'est pas très structurant, mais si vous l'avez sur beaucoup de décors, ça peut permettre à des gros personnages de tenir peut-être une phase de plus. C'est pas mal. Yes. Au niveau de l'artefact, c'est tout simplement le diadème de Doro nouveau qui permet au porteur, à chacune de ses phases de héros, de regagner un point de vie. Sur l'artefact, pas grand chose à dire. Il est assez classique. Il synergise bien avec le trait de décor juste avant. Yes. Ensuite, on va avoir comme décret de royaume commander la terre. En gros, c'est un héros qui va pouvoir l'utiliser pour un PC. Si jamais il a le mot-clé sorcier, alors il va pouvoir lancer 2 fois de suite bouclier d'épines. Sous-entendu, le sort qu'on vient de voir qui faisait des 3 blessures mortelles. Une unité ne peut pas être affectée plus d'une fois par ce petit bouclier. Par contre, 2 unités, elles peuvent l'être. Ou alors, en tout cas, s'il n'avait pas le mot-clé sorcier, il le devient et connaît automatiquement ce même sort. Alors, je sais pas si je claquerai un CP sur un personnage qui n'est pas sorcier pour qu'il le devienne et qu'il puisse lancer ce sort-là. Parce qu'au final, c'est des ressources dépensées sans être sûr d'y arriver parce que t'es pas sûr de réussir ton lancement de sort. Mais sur un sorcier, pourquoi pas, le tour où tu vas te faire charger, le mettre sur tes 2 unités de cordon pour défendre. Ça fait toujours des petites BM que tu peux mettre à l'adversaire. Encore une fois, c'est équilibré, donc c'est bien. Yes. On va ensuite passer au royaume de Hish, comme nouveau sort pour ce royaume de la lumière, pureté défensive, qui passera sur du 5. Le sorcier va choisir une unité visible et entièrement à 12 pouces ou moins de lui, et on pourra relancer les jets de sauvegarde de 1 pour les attaques qui ciblent cette unité. C'est donc un bouclier mystique avec un bonus de +1. Alors, c'est un bouclier mystique qui est plus facile à lancer, parce qu'il se lance à 5 au lieu d'être à 6, avec une portée un peu plus courte. Et par contre, du coup, tu peux le lancer sur 2 unités. Donc encore une fois, tu peux avoir une unité sous bouclier mystique et une autre unité sous ce sort-là. Donc pourquoi pas? Yes. Au niveau justement du trait de royaume, on va avoir comme règle terre éblouissante qui fait que les décors vont automatiquement avoir le paysage mystique. Donc mystique, c'est le fait quand vous êtes à 1 pouce d'un élément de décor et que vous allouez une blessure sur une figurine qui est dans cette portée-là, d'avoir un feel no pain à 6+, donc d'annuler la blessure sur un 6. Alors comme on a vu précédemment dans la review, ça ne se stack plus, donc ça va quand même toucher moins d'unités. Mais c'est vrai que c'est quand même un bonus qui est assez sympathique, notamment pour les unités de cordon qui en général ne bénéficient pas de ce type de règles. Si vous arrivez à les mettre suffisamment dans un décor pour allouer les blessures sur les figurines qui sont dans le décor, ça leur donne quand même 16% de survivabilité en plus, c'est très correct. Yes, au niveau de l'artefact, c'est la fine lame Siari qui fait en gros que le lanceur va pouvoir tout simplement relancer les jets de 1 pour toucher. Bon, ça fait toujours un CP de moins à utiliser sur un héros impactant qui irait au corps à corps, c'est correct comme artefact. Ensuite, on va avoir le décret de royaume illumination omnisciente. Cette aptitude de commandement fonctionne sur les unités amies entièrement à 12 pouces ou moins du héros, n'applique pas les modificateurs de couvert au jet de sauvegarde contre les attaques effectuées par l'unité choisie jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. C'est pas mal, ça permet d'enlever virtuellement 1 à la sauvegarde de l'adversaire s'il a réussi à mettre toute son unité. Franchement, c'est très correct comme ça. Ensuite, on va avoir Shaiish, on va avoir comme nouveau sort la réplique de Nécro-séisme qui passera sur du 16. Si lancé avec succès jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au jet de lancement pour les sorciers amis qui tentent de lancer un sort persistant. C'est pas très fort comme sort, parce que très honnêtement, je vois pas à quel moment tu as vraiment besoin de t'en servir. Lancer ce sort, donc perdre une valeur de lancement de sort pour après passer des endless spells, sachant qu'on peut en jouer moins qu'avant. La plupart du temps, les gros sorciers ont déjà des bonus natifs. Le sort passe à 7.
Peut-être des Séraphons, peut-être Sinch, pourquoi pas, quand ils vont lancer 3 Endless Spell. On rappelle qu'aujourd'hui on peut pas en jouer plus de 3. C'est clairement pas pour ce sort-là qu'on va aller choisir ce royaume-là. Ce qui est marrant, c'est qu'en contre, on va avoir Terre Terminale comme trait de royaume, où les décors vont avoir en plus de leur règle habituelle, paysage négateur. Ce qui va permettre à tous les héros qui seront dans un décor de devenir des sorciers et dissiper. À la rigueur, ce royaume, pour nuancer un peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Shaman, peut peut-être être choisi par une armée qui a beaucoup de héros mais très peu de sorciers, quand elle affronte des armées très offensives, notamment encore une fois Séraphon, Sinch ou Luminette, va avoir tendance à se dire je vais peut-être aller ici. Mais le problème, c'est que comme tu n'as pas de bonus en dissipation et qu'eux ont énormément de bonus en lancement, ça va pas tout à fait rééquilibrer la bataille. Mais mine de rien, c'est une option de jeu supplémentaire, pourquoi pas. Yes, au niveau de l'artefact, ça va être la broche de sable sépulcrale, qui est que, en gros, on pourra relancer les jets de sauvegarde de 1 pour les attaques qui ciblent le porteur. Bouclier mystique en permanence avec un artefact, c'est vraiment pas mauvais pour le coup. Yes. Et enfin, décret du royaume Aura Améthyste, qui est une aptitude de commandement qui, comme d'hab, se lance sur un personnage et ça va impacter l'unité amie entièrement à 12 pouces ou moins de ce héros jusqu'à la fin du round de bataille. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à l'unité choisie. Sur un 6, elle est annulée. Bah, encore une fois, un espèce de feel no pain qu'on peut pas cumuler, mais franchement, c'est quand même globalement assez correct parce que des armées qui n'en ont aucune ou qui jouent en horde, je pense notamment au Skaven par exemple, bah, vont beaucoup bénéficier de ce trait-là. Ensuite, on passe à Ulgu, le royaume de l'ombre. On va avoir comme sort Jugement de l'ombre qui passera sur du 7. Si lancé avec succès, on pourra choisir une unité ennemie visible et à 12 pouces ou moins du lanceur et jeter chaque dé. Pour chaque résultat inférieur à la valeur de sauvegarde de l'ennemi, ça sera une blessure mortelle. Et si celui-ci n'a pas de valeur de sauvegarde, alors sur du 2+, ça sera une blême dans sa tronche. Alors, sort assez proche du sort qu'on a vu par exemple chez les Luminettes, un petit peu moins fort quand même, mais néanmoins c'est un bon sort offensif qui sera un ajout intéressant à l'arsenal de tous les gens qui vont jouer dans ce royaume-là, donc franchement très correct. Yes, quand on décide de jouer sur ce royaume, les pièces de décor vont avoir en plus de leur règle paysage luxuriant. Alors ça par contre c'est assez impactant. C'est l'autre grosse doléance, elle vient de ce royaume-là. Parce que luxuriant, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à tracer une ligne de vue entre le tireur et sa cible, vous ne la voyez pas. En fait, c'est l'équivalent des forêts sylvanettes sur tous les décors de toute la table. Alors, encore une fois, à nuancer par le fait que si une des deux unités vole, cette règle ne s'applique pas. Tout ce qui est fort et qui tire aujourd'hui, ou presque, ça vole. Le flammeur, ça vole. Tout ce qui est caradon, ça vole. Le séraphon vole pas, mais peut se donner les moyens, soit via des aptitudes de commandement, soit via des sorts, de voler. Donc, ça va pas être si fort que ça contre les grosses armées du méta. Par contre, les autres armées qui ne sont pas top méta mais qui veulent essayer de tirer, elles, pour le coup, dans ce royaume-là, vont plus pouvoir tirer du tout. Donc encore une fois, ça renuance et ça recrée un gap entre les top méta tir aujourd'hui et les armées de tir qui ne sont pas top méta, qui, à cause de ça, peuvent potentiellement ne plus pouvoir jouer et ne plus pouvoir tirer. Je pense notamment aux armées COS, basées sur un certain nombre de tireurs, que ce soit des arbalétriers ou des pistoliers, qui ne volent pas, ne peuvent pas voler, ne peuvent encore moins maintenant qu'ils ont plus accès à certains artefacts qui leur permettaient de voler, et qui du coup, dans ce royaume-là, ne peuvent carrément plus jouer. Donc il y a un petit risque aussi par rapport à ce royaume-là. Comment polariser une game? T'as le connard qui joue une line COS, qui va vouloir aller sur Shaman pour que ses 30 gardes Phoenix soient en 3+, et toi tu dis, non, j'ai fait 6, ça sera sur Ulgu mon pote, et tu ne verras pas de la game. Ouais. Comment polariser les games quand même? Ouais, en fait, c'est dommage. On arrive presque au bout de ce royaume-là. Lui a une bonne aptitude de commandement qu'on verra tout à l'heure. Mais c'est dommage de voir qu'il y a deux choses qui sont vraiment trop impactantes et trop structurantes sur la table et qui, comme tu dis, polarisent vraiment les games au milieu de tout un tas de règles bien construites, cool, qui changent un petit peu la partie, mais qui vont pas changer totalement la manière de jouer une liste. Au niveau justement de l'artefact, c'est le fait tout simplement de pouvoir relancer les jets de blessure de 1 pour les armes du porteur. Correct. Et enfin, décret du royaume avec moi. Le champion appose sa volonté aux alliés proches qui se reforment au milieu des ténèbres d'Ulgu. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par bataille. Ça s'utilisera à la phase de mouvement et en gros, on pourra prendre une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins d'un héros et la ramener en la téléportant. Elle devra être entièrement à 6 pouces du héros après son TP et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Alors, ils ont pris tous les garde-fous de la Terre sur une aptitude qui aurait pu être trop forte sinon. Donc, c'est une seule fois par bataille. Entièrement à 18, on doit finir entièrement à 6 et à plus 9 de l'adversaire. Donc stratégiquement, c'est très intéressant, mais ça ne se fera qu'une seule fois, et c'est pas ça qui est Game Breaker dans ce royaume-là. Ce qui est Game Breaker, c'est tous les décors luxuriants. Et ce qui est Game Breaker en Shaman, c'est le plus en sauvegarde. Donc voilà, on va pas paraphraser ce qu'on a déjà dit, malheureusement, pour moi, 2 erreurs dans la conception de ces royaumes-là, qui fait que la décision de savoir si on va les appliquer ou pas en tournoi vraiment très compétitif, la question sera de se voir déjà ce que va faire l'ETC par exemple l'année prochaine, ou ce que vont faire les gros championnats qui vont arriver en France ou ce genre de choses, à savoir est-ce qu'on utilise ça. Je pense que la manière peut-être la plus intelligente, c'est de fixer au choix des tables par exemple sur du pairing en équipe,
qui a été développé. En plus, plus tard, vraiment, le jeu équipe en tournoi a été développé dans ce manuel du général, de se dire, par exemple, vous avez une travée avec 6 tables, et ben vous avez une table en Uglu, vous avez une table en Shamon, vous avez une table en Akshi. Comme ça, quand vous partez sur la table, vous savez à quoi vous attendre, et on va plus réfléchir au choix de la table que dire, on s'en fout, mais toutes les tables sont pareilles, je vais sur n'importe laquelle, peu importe. Là, oui, ok. Par contre, si on arrive sur 6 tables et qu'on a 6 mecs qui disent Shamon, parce qu'on a fait 6 listes pour être en 2 plus reroll, là, ça va casser un peu le jeu et ce sera un petit peu dommage. Donc, à voir comment les organisateurs de tournois vont se placer. Moi, je sais que si, par exemple, au French War Game Day, on décide d'utiliser les décors, on le fera en disant que cette table est basée sur tel des royaumes. On passe ensuite à une partie super intéressante, c'est les objectifs auxiliaires de jeu égal. Ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on avait vu l'année dernière arriver l'équivalent des cartes Maelstrom pour Age of Sigmar. Ça n'a pas du tout été adopté. Non, parce qu'encore une fois, très aléatoire. Exactement. Là, en tout cas, c'est différent. C'est-à-dire que au début de la partie, on va chacun choisir 2 objectifs et que c'est seulement en cas d'égalité que ceux-ci, justement, vont nous permettre de départager les joueurs. Ouais. Et c'est assez intéressant puisque sur AOS, historiquement, on avait soit, par exemple, une victoire majeure, soit une mineure. La mineure, c'était une égalité en termes de points d'objectif et c'était au niveau, justement, des unités détruites et de leur valeur de coup en points qu'on le faisait. Donc, c'était assez compliqué à la fin de la game de regarder vraiment chacune des unités, ainsi de suite. Là, ça va être toujours de la stratégie puisque c'est au moment où on va commencer qu'on va être capable de dire, bah attends, tu sais quoi, je vais mathématiquement sur 5 tours, je risque de marquer tant de points, mais au moins je vais le baiser parce que je vais avoir une figurine qui est de l'autre côté de la table, par exemple. Ouais. Ça permet sur certains scénarios, je pense notamment à un couteau dans le cœur ou ce type de scénario-là, où au début de la partie, tu sais que le premier qui bouge a perdu. Voilà. Et que concrètement, tu ne peux pas aller chercher l'adversaire. Donc, tu pars sur une égalité. Mais là, tu as des micro-objectifs, en fait, au sein de la partie, que tu choisis après avoir connaissance de ton adversaire, que lui choisit après avoir connaissance de ta liste, que vous vous révélez en même temps, et qui permettent sur un pool quand même assez conséquent, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, ils sont pas tous équilibrés entre eux. Par exemple, il y en a un qui demande de tuer un personnage, et l'autre qui demande de tuer tous les personnages. Alors, on va pas prendre celui-là, on va prendre celui qui demande d'en tuer un, assassinat. Mais la plupart du temps, ils sont quand même assez équilibrés. Et c'est intéressant parce que ça rajoute des choix, donc ça rajoute du skill dans une partie, et ça évite simplement de se dire, bon bah je gagnerai pas forcément au scénario, je vais juste faire de l'attrition, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais bête et méchante. Là, ça rajoute quand même l'intérêt de se dire, je vais aller chercher des petits points de scénario. Et ça remplace surtout. Et ça remplace. Et ce qui est très intéressant, et ça a été repompé entre guillemets par Games de l'ETC de l'année dernière, et c'est très bien parce que ça prouve quand même que Games regarde un petit peu ce qui se fait sur des grosses compétitions internationales, c'est que un peu plus tard dans le développement du jeu en équipe, il te propose un système de comptage de points où tu as ton scoring principal sur 16 points sur tes scénarios de ta charte de scénarios que tu vas choisir, et chacun de ces petits objectifs-là va valoir 2 points. C'est-à-dire que tu marques les tiens, tu marques 2 points. L'adversaire marque les siens, il marque 2 points. Si tu l'empêches de les marquer, tu marques ses points à lui. Donc tu peux aller chercher jusqu'à 4 points. Ce qui sur du jeu équipe à 6 joueurs est quand même assez énorme parce que ça représente 24 points, c'est-à-dire plus qu'une victoire individuelle. Et comme tu as connaissance de ceux qu'ont ton adversaire, ce qui n'était pas le cas avant, tu les découvres au fil de la partie, tu peux essayer de l'empêcher de tuer ton personnage ou ce genre de choses. Donc mine de rien, ça rajoute beaucoup de skills. Et sur l'ensemble d'une ronde, sur du tournoi équipe, c'est vraiment très très bien. On doit l'annoncer en même temps. Mais il faut le faire à 1, 2, 3 et on le dit, ou à 1, 2, 3 et on le fait. Et ben encore une fois, ça c'est pas dans les commandements de départ. Donc moi je pense que je vais dire au gars à 3 on le dit. Je vais attendre que lui dise et je le dirai juste après. C'est pas bien de faire ça. Et enfin, on va terminer la revue de ce gros bouquin avant de passer au point par une excellente surprise. C'est les règles de bataille par équipe. C'est ni plus ni moins un copier-coller des conventions ETC 2019, mais c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, c'est abordé par Game Workshop avec un point de vue ludique et pédagogique à la Game Workshop. Et donc, il y a toutes les notions de pairing qui sont dedans, les notions aussi justement de points qu'on va gagner par victoire et défaite. C'était des nouveautés de 2019 parce qu'avant ça, on était encore sur des coups en points très binaires. Une victoire était 20 points, une défaite était 0 points. Là, ils reviennent un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'une victoire c'est 16, mais qu'à côté de ça, tu peux choper les objectifs secondaires ou empêcher l'autre de les marquer. Donc, tu peux quand même aller caper à 20, ce qui est très positif, et il y aura quasiment jamais de 0 en face. Et ça aussi, c'est cool. Ouais, non, c'est vraiment bien. Et encore une fois, sur le jeu équipe, tu as ces 24 points-là, qui ont quand même une grosse importance. On va se battre jusqu'au bout pour aller chercher tous ces points. Avant, c'est vrai qu'avec le système très binaire de j'ai un point d'objectif en moins que mon adversaire, j'ai perdu, il y avait souvent des parties qui s'arrêtaient au tour 3 parce que mathématiquement, tu ne pouvais pas revenir. Là, aujourd'hui, on aura tendance, surtout pour l'équipe, parce qu'en solo, à la rigueur, t'abandonnes, t'es tout seul face à ta responsabilité. Par contre, pour les copains, tu vas mouiller maillot jusqu'au bout. Tu dis que tu peux ramener un point, prendre 19-1, c'est pas pareil que de prendre 20-0. Tu vas te battre pour aller chercher ton point. Et si tes copains, ils se battent pour aller chercher le point, c'est ça qui transforme une égalité ou une défaite. On a bien vu souvent la France, dans des compétitions internationales, rater les victoires ou les défaites à 1 point, surtout à 40K. Donc, c'est quand même bien d'avoir ce système-là qui casse un peu le côté très binaire, j'ai gagné, j'ai perdu, et la partie, elle dure 20 minutes et on va se boire une bière après. Même si c'est sympa. Déjà pour toi, ça sera Monsieur Aretas maintenant. Avant de rentrer justement dans ces coups en point, pour justement en conclusion, tu peux rapidement nous décrire l'évolution du metagame de AOS et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Alors sur la fin de V1, on avait quand même un metagame
orientées tir ou énorme tanking, mais la plupart des armées vraiment très fortes, c'était notamment les armées de la destruction en soupe, on avait le fameux Königsrück de l'époque. Les armées de tir ont été totalement balayées par le début de la V2 et l'arrivée successive des Idonettes et des Sylvanettes, qui étaient deux armées qui cassaient totalement le tir. Donc on est revenu sur un vrai jeu de scénario et de mouvement, et c'est vrai que depuis 8-9 mois et 5-6 Battletomes, et ça je le déplore un tout petit peu, on revient vers un jeu d'attrition pure, avec énormément de lignes de statistiques qui sont vraiment très fortes. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus tendance à regarder les dégâts qu'une unité va infliger par rapport à son coup en point que sa projection ou son tanking. Donc on se retrouve avec des unités, les salamandres, les flammeurs, qui mettent énormément de dégâts, et malheureusement, beaucoup de blessures mortelles, ce qui encore une fois lisse énormément le jet de dés, parce que t'as pas besoin de blesser, tu prends pas en compte la sauvegarde de ton adversaire. Donc en fait, c'est des stats purs. Mon unité fait tant de BM, t'as tant de PV qui sautent en face, quelle que soit ton endurance, ton tanking, et en plus de ça, le Feel No Pain a été nerfé parce que tu peux plus le stacker. Voilà. Donc la plupart des grosses armées de ce type-là, c'est les Séraphons, Tzeentch et les Luminettes qui mettent énormément de blessures mortelles à distance. En face de ça, il y a des armées qui ont un énorme tanking, notamment les Ossiarchs, et il y a les Caradons qui, eux, ne mettent pas de blessures mortelles, mais te mettent tellement de blessures à Rennes-2 ou Rennes-3 que c'est pratiquement comme s'ils ignoraient ta sauvegarde. Ces armées-là ne sont pas couvertes par ce manuel, qui s'arrête, on va dire, après City of Sigmar. Voilà. Je sais même pas si Orruk Warclan est dedans ou pas, parce qu'ils y sont, mais il n'y a aucun changement en points. C'est quand même assez étonnant, parce qu'ils n'ont pas une nouvelle itération de leurs points. Voilà. Donc c'est difficile de faire une analyse de ce que va devenir le méta en se basant là-dessus, tant qu'il nous manque l'autre moitié, sachant que c'est la moitié qui truste le haut des podiums. Et qui surtout crée de la frustration, et qui, comme tu l'as dit, change le visage d'un méta qui était très sain. Si on prend justement la fin d'année dernière, Age of Sigmar est un jeu qui était super agréable à jouer. Et aujourd'hui, tu regardes la tronche des listes compétitives ou juste avec une unité pétée dedans, ça enlève un petit peu de saveur quand même. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que le méta était vraiment très sain l'année dernière, on pouvait pratiquement jouer n'importe quoi, même s'il y avait quand même 2-3 armées qui étaient un peu au-dessus. Là, on se retrouve avec beaucoup d'armées qui font à peu près la même chose, c'est-à-dire qui sont pas sur table, qui sont capables d'invoquer très fort, de se projeter très fort, de se téléporter à côté de toi et de mettre énormément de blessures mortelles. Encore une fois, quand aujourd'hui on voit des parties, par exemple, entre Tzeentch et Séraphon, on est plus sur un Tau versus Eldar que sur un jeu de corps à corps et de mouvement qu'on avait à OS avant. Donc après, on apprécie ou on n'apprécie pas ce genre de truc, mais aujourd'hui, la méta est quand même basée là-dessus. Et basée sur des très gros mouvements type téléportation ou autre, et beaucoup de volume de tir ou de blessures mortelles via la magie. Dans cette optique-là, la plupart des vieilles armées ou des vieux Battletomes couverts par ce manuel-là, on devait s'attendre à des baisses de points pour que ces armées soient EP. Et globalement, c'est quand même ce qu'on a. Il y a très peu de hausse de points là-dedans. Voilà. Par contre, ce qu'on attend sur la fac qui va sortir, c'est que les armées dont on parle depuis tout à l'heure, elles, aient des hausses. Comme ça, les armées qui sont un peu à la traîne sont plus fortes, parce qu'on peut jouer plus de figurines à l'intérieur, et les armées un peu trop fortes, sur certaines de leurs unités clés, la salamandre, le flammeur, ce genre de choses, baissent. Et ça peut rééquilibrer totalement le méta. Voilà. Donc, la première partie du contrat est remplie, parce que dans ce fascicule-là, on a quand même beaucoup de baisses de points, sur du Ninetaunt, sur du Stormcast, sur du Magodkin, sur de l'Idonet, c'est-à-dire les armées dont les Battletomes sont sortis au tout début de la V2, même parfois c'était les derniers Battletomes V1, il y a que les dogs qui n'ont pas eu de baisse, pas de peau. Voilà. Donc ça, le contrat est rempli. On attend de voir que Games va remplir l'autre partie du contrat, à savoir une hausse des coups en points, des unités, pas des Battletomes, hein, je parle vraiment des unités un peu trop fortes dans les Battletomes dont on a parlé. On va rentrer dans le détail maintenant des coups en points, mais avant, on va en glisser une petite, parce que, encore une fois, c'est des livres qui coûtent assez cher, il y a quand même souvent des problèmes de traduction ou là, ici, tout simplement, de copier-coller de l'ancienne version, quand il parle notamment des unités en sous-effectif. Il donne comme exemple le fait que quand on prend une unité en sous-effectif, on doit quand même payer son coût en points par rapport à la tranche de figurines qu'on a entamée. L'exemple ici est donné de 3 Libérators, qui fait que, en gros, si on en a 3 au lieu de 5, alors elle nous coûtera quand même 100 points. Sauf que, au niveau de ce manuel général, elle est passée à 90. Ouais. Et c'est tout bête, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est dommage quand on achète un livre à un certain prix de voir ce genre d'erreur. C'est un petit peu comme les problèmes de traduction, c'est un petit peu dommage. Ah, ils ont fait un copier-coller pur et dur de l'ancien fascicule. C'est vrai que c'est marrant qu'ils citent quand même une des unités qui a baissé. Ils auraient pris n'importe quelle autre ligne, elle n'a pas bougé, ils auraient mis des dryades, pas de changement, ils mettent les Libérators, pas de bol. On va commencer en tout cas la revue des coups en points par les Zombettes, les Beasts of Chaos. Faites juste attention, je me suis trompé en écrivant les anciens coups en points. J'ai mis sur cette partie-là uniquement des flèches qui montent et des flèches qui descendent, alors que c'est pas forcément bon. Les anciens coups en points, j'étais fatigué, les anciens coups en points sont bons, mais pas au niveau justement de l'évolution de ceux-ci. Vous inquiétez pas, à partir de Slanesh, j'étais concentré, et là, pour le coup, les flèches, c'est-à-dire up ou nerf, reconcentré. Exactement. Les up ou les nerfs, justement, étaient bien respectés. En tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Zombettes? Alors, c'était une armée qui avait quand même du mal, dans le méta d'aujourd'hui, principalement basée sur des unités d'infanterie très correctes, notamment Bestigor, où toute l'infanterie, on va dire, tzeentchienne,
qui elle n'a pas du tout bougé. Donc on a confirmation là que les coups en point des Beast of Chaos de tout ce qui est Tsangor, Enlightening ou Skyfire sont les mêmes que ceux dans le Battle Tome de Tzeentch. Donc il y a écrit que ça a été modifié, mais en fait ça fait déjà un moment qu'on joue avec ces coups-là. Évidemment pas de changement sur les Bestigor qui a été très correct comme ils sont. Par contre globalement tout le reste a baissé. C'est-à-dire tous leurs monstres ont perdu entre 10 et 20 points, ce qui est très bien. Et les unités d'infanterie monstrueuse qui ont comme d'habitude toujours du mal à OS, mais tout ce qui est Doombull ou Dragon Ogre, a baissé aussi. Ça va pas forcément les rendre jouables. Quand je dis jouables, c'est compétitif. Par contre, c'est dans le bon sens, encore une fois, qu'il y ait des baisses sur ces unités-là. Mine de rien, sur des listes, on va dire, à thème, Shagot, Dragon Ogre, tu gagnes à peu près 100 points, ce qui permet de rentrer un petit Endless Spell ou ce genre de choses. C'est positif, ça va dans le bon sens. C'est pas une révolution. C'est une phrase que je vais pas employer sur toutes les armées, mais que je pourrais faire, parce que globalement, il n'y a rien de très structurant dans les changements en point en point, mais ça va dans le bon sens. Yes, on va quand même noter aussi que l'ensemble des chars de bataillon ont bien baissé de 15 à 20%, et que ça sera quelque chose de global quasiment à toutes les armées. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui avaient des bataillons trop chers par rapport aux gains, par rapport au up de pause que ça nous fait, ou par rapport au petit PC qu'on a dans la poche, on voyait clairement 2 générations de Battle Tome entre les anciens et les nouveaux avec des bataillons trop chers. Là, ça a globalement été harmonisé, même si c'est pas une révolution. Ouais. Après, là, tu as des baisses de 20 points. On verra tout à l'heure, par exemple, quand on va parler des Magotkin of Lurgan, là, tu as des baisses de 60 points. 60 points, c'est au moins un CP, voire un petit Endless Spell qui va à côté. Donc là, par contre, ce sera beaucoup plus impactant. Ensuite, on passe au Blade of Khorne. Bah, à peu près la même chose que les Zombies, c'est-à-dire que tous leurs gros châssis de monstres, notamment les buveurs de sang, ont baissé, ce qui est logique. Valkyas a encore pris une petite buff à la montée, ce qui est assez dommage pour une figurine qu'on voit pas souvent, qui a un rôle de chasseur, qui serait très intéressante à jouer dans une liste. On la voyait déjà pas beaucoup, avec 20 points de plus, je pense qu'on la verra moins. Par contre, la vraie bonne surprise, c'est Blood Secrator qui perd 20 points, sachant qu'il est joué systématiquement dans toutes les armées Khorne. Donc franchement, pour le coup, ça c'est un gros up pour les joueurs de Khorne qui viennent littéralement de gagner 20 points sur n'importe laquelle de leur liste. À noter aussi une petite baisse sur le Skull Cannon, qui commence vraiment à devenir très intéressant. Avec toutes les baisses consécutives que tu as eues, par exemple, sur les Buvels de sang, etc., peut-être que tu peux rentrer carrément un Skull Cannon supplémentaire dans la liste. Et là, ça commence à vraiment devenir sympa. Donc, c'est un bon up pour Khorne, qui le méritait. On passe ensuite aux Zedonite of Slaanesh, qui sont un petit peu les perdants de ce manuel général, puisque c'est globalement une augmentation de 10% de leur coût en points. Alors, c'est logique, sur tout ce qui est Keeper ou leur personnage nommé, sur le contortier d'Épitome, c'est normal de prendre 10 points sur des unités qui valent 200, 300, 380 points. Ça les rééquilibre par rapport à ce qu'ils sont censés valoir, par rapport à leur système d'invocation. Encore une fois, les personnages sont très forts. Donc, les bataillons qui touchent aussi les personnages ont un up. La petite, entre guillemets, incompréhension, c'est sur les démonettes en effectif maximum qui perdent leur réduction de horde, ce qui n'était pas forcément mérité. Déjà parce qu'on avait plus tendance à jouer en multiple small unit, MSU, en Slaanesh, plutôt qu'en gros effectif de horde. Là, on a encore moins envie de le faire. On prend 30 points. Voilà, ce qui est quelque part un peu dommage, parce que si tu voulais jouer 3 fois 30 démonettes, ce qui était loin d'être trop fort, tu prends quand même 90 points, ce qui est assez lourd payé dans ta liste. Il y a une baisse qui est assez intéressante, c'est le Fiends, qui était sur le papier une très bonne unité, mais qui va aller un peu trop cher. Là, je pense qu'elle commence à approcher son juste coût. Et c'est une unité, je pense qu'on va avoir envie de retester, parce que par effectif maximum, on gagne quand même beaucoup de points, en perdant 20 points par tranche de 3, sachant qu'on peut les jouer jusqu'à 9. On gagne mine de rien 60 points, ce qui est assez important dans une liste. Donc là, il y a peut-être quelque chose à retester avec les Fiends. Tu parlais tout à l'heure des armées qui ont perdu entre 30 et 60 points par bataillon. On rentre directement dedans avec les Magotkin of Nurgle, où là, pour le coup, c'est la débandade. Papy Nurgle a été généreux, hein, c'est Noël avant l'heure pour Nurgle, qui le mérite globalement. Mais c'est vrai qu'il y a eu une baisse énorme sur l'ensemble de leur bataillon, qui était correcte, qui maintenant deviennent vraiment très bons. Je pense notamment à la Affliction Kist ou à la Blight Kist, qui deviennent vraiment très forts. Il y a une baisse globale sur les porte-pestes. Donc au début, ça pouvait faire peur. On se rappelle qu'on ne peut plus stacker le Feel No Pain, ce qui fait qu'en fait, le porte-peste est quand même globalement moins solide qu'avant. Donc même si on peut en jouer plus, ça va pas créer des listes idiotes où on va juste spammer des porte-pestes sur les objectifs. C'est pas possible. Et par contre, tous les gros châssis de Nurgle, je pense à Rotigus, je pense au Grand Immonde, etc., ont tous des baisses en points qui sont bienvenues. Mi bout à bout, c'est quand même assez impactant. Ça va peut-être permettre de rentrer un personnage complet en plus. Sachant que Nurgle a de très bons personnages dans une très bonne allégeance. C'est un vrai buff pour Nurgle et c'est bien qu'il l'ait parce que c'était quand même le Battle Tome des Cadus du Chaos qui était le plus ancien, sorti au tout début de la V2. Tu jouais limite plus en Slave to Darkness qu'en Allégeance Nurgle. Ouais, ce qui est dommage fait, par rapport à la roue, quoi. Ouais, tout à fait. T'avais vraiment tendance à prendre les bonnes unités de Nurgle et à la mettre en Slave to Darkness, ou de jouer en Allégeance Nurgle, mais avec que des unités Slave to Darkness dedans, et pas des vrais Magotkin. Là, franchement, à part les Maggot Lords, encore une fois, c'est assez dommage que ces 3 personnages-là, dont les figurines sont superbes, n'aient pas de baisse de points parce qu'ils ne restent pas très jouables.
Tout le reste baisse, notamment Glotkin qui a une très belle baisse qu'il fait passer sous les 400 points. Donc il devient un allié potentiel pour d'autres factions du chaos. C'est que du bon pour Nurgle. On passe ensuite à une armée qui, avec Slaanesh, a aussi vu son coût augmenter en points au moins 50-50 par rapport à ce qui baisse. On va parler des Skaven. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Alors un rééquilibrage très intelligent sur les Skaven. C'est-à-dire que ce qui n'était pas joué ou peu joué parce qu'un peu trop cher, je pense à la Doomwind, je pense à la Plague Claw, a baissé. Tout ce qui était beaucoup joué a monté. Donc ça, c'est très bien. Il y a quelque chose qui est très intéressant qui a été fait sur les vermines de choc, qui est une unité à 14 points pièce. Donc c'était délirant. Mis en comparaison avec n'importe quelle autre figurine à 14 points, il n'y avait plus rien à voir. Aujourd'hui, ils sont à 10 points. C'est quand même une baisse qui est énorme, qui fait qu'ils vont devenir intéressants, qu'ils vont devenir jouables, et que je pense qu'ils vont beaucoup rentrer dans les listes. Donc pour les Skaven, c'est quand même que du bon. Après, il y avait une fac qui était sortie en décembre qui montait le coût de tous les personnages Verminarch, ça a été réintégré ici, donc on a quand même un peu l'habitude de ça. Ça c'est bien, c'est-à-dire que le prophète gris a monté, le prophète gris sur sa cloche monte aussi, les deux ingénieurs montent, que ce soit le bombardier ou l'autre version. Ça c'est logique, c'est cohérent par rapport à ce qu'ils valent sur une table, mais la vraie bonne baisse sur la Doomwind qui commence à devenir sympa, sur la Plague Claw et surtout sur les vermines de choc, je pense que ça va faire réfléchir les joueurs Skaven à savoir vraiment si tu restes sur le spam de guerre et des clans ou si tu commences à rentrer des vermines de choc qui sont beaucoup plus impactants parce qu'ils tapent quand même fort avec les synergies que tu peux leur mettre. Pour les Skaven, c'est très intéressant. À noter aussi une baisse de 80 à 60, donc une baisse de 20 points, donc 25% sur la Ratling, qui était une bonne petite unité. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça sur le lance-feu. Mais sur la Ratling, franchement, c'est très bien. Là aussi, ça va donner envie d'en rentrer, je pense, dans des listes, sachant que tu peux gagner ces 60 points très facilement, par exemple, sur un régiment de vermines de choc que tu avais avant. Donc franchement, c'est bien ça. Et pour finir sur ces petits rongeurs, il faut noter que les nerfs font pas nécessairement au niveau de la valeur des coups en points des unités, mais aussi sur leurs effectifs maximum. Ça s'était vu avec les Fire Slayers sur la dernière fac. Ça se voit aujourd'hui avec les Scare Acolytes. Pas forcément un nerf sur les Fire Slayers. Mais... C'est vrai. Sur les Scare Acolytes, par contre. Exactement, parce qu'ils étaient jouables jusqu'à 30 et maintenant ils ne sont jouables que jusqu'à 20. Donc les Skaven avaient déjà subi ça sur les Stormfiends qui pouvaient être joués en effectif plus conséquent et qui ont été réduits. Sur le Scare Acolyte, c'est un vrai nerf parce qu'en fait, tu n'as pas la réduction de horde qui va avec. Donc déjà, c'est le premier nerf. Et ensuite, c'est vraiment une unité que tu as envie de buffer énormément. Donc buffer une unité qui a des effectifs plus courtes, c'est du coup plus compliqué. Mais globalement, c'est vrai que c'est un nerf. Mais c'est un nerf plus intelligent, ça, que de défoncer leur coup en points pour faire qu'ils soient plus jouables. Ensuite, on zappe Slave to Darkness parce qu'il n'est pas couvert ici, les coups en points n'ont pas évolué. On passe au profil de la mort avec les Flesh Eaters courtes. Donc augmentation globale et logique de tous les persos capables d'invoquer. C'est-à-dire quand on voyait l'Arc Régent ou la Boron Ghoul King à pied qui étaient capables d'invoquer des ghouls qu'on retranchait à leur valeur en points, la valeur en points de ce qu'ils invoquaient, les gars étaient quasiment gratuits. Pour des sorciers niveau 2 avec des profils de vampires, c'était parfois un petit peu exagéré. Donc là, ça redevient cohérent. De quoi? De prince. Ah oui, de prince, pardon monseigneur, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est plutôt bien ce qui a été fait. À noter qu'une unité assez intéressante en termes de war scroll et de possibilités de jeu, qui était la Cryptor, était pas jouée parce que trop cher, elle a baissé en points, donc ça aussi c'est assez intéressant. Eux sont quand même les grands perdants de la perte de certains objets magiques, parce que c'est une armée qui est très dépendante de leur CP, donc le fait par exemple de perdre l'Aether Quartz Brooch leur enlève un peu de génération de CP, et c'était une armée qui jouait beaucoup autour de la cape du Doppelganger en Gristelgore pour transformer leur Arc Régent sur Terrorgeist en unité vraiment enclume, très difficile à gérer. Ils perdent un peu par rapport à ça. Après, les changements de points sont des ajustements léger, c'est pas très structurant. Globalement, l'armée est très correcte, elle le reste, c'est bien. Et peut-être qu'on va voir arriver des builds holomournes basés sur la Cryptor, ce qui peut être intéressant aussi. On continue dans la mort avec Legion of Nagash, et là, on a un petit arrière-goût de pas content pour les joueurs historiques qui se font un petit peu taper sur les doigts à cause des Osiarques. Eux, ils ont tout perdu en fait. Ils ont perdu leur Nagash avec les sorts des royaumes, donc il n'y a plus aucun intérêt à le jouer en Légion of Nagash, il faut systématiquement aller jouer en Osiarque, donc c'est quand même assez triste à ce niveau-là. Ils ont perdu l'amulette éthérée, c'était quand même une des armées qui l'utilisait le plus, notamment sur le seigneur, sur vampire, sur dragon zombie, ça aussi ça leur fait mal. Ils ont perdu le stack du Feel No Pain, ils ont quand même quasiment tout perdu et ils n'ont rien gagné en échange. Ils ont pris, hein. Et en plus, ils ont pris des hausses de points qui sont quand même assez incompréhensibles. Donc on a quand même une baisse des Mortarks, à savoir Neferata, Manfred et Arcane le Noir, qui est bienvenu. Alors pour Arcane, de toute manière, on le jouera en Osiarque, on ne le jouera pas ici. Mais pour Neferata et pour Manfred, c'est bien, ça permet quand même de créer des builds avec des armées à thème assez originales, basées sur leur légion, soit du sang, soit de la nuit. Après, globalement, on aurait quand même aimé le fait qu'ils ne bénéficient pas du stack de Feel No Pain, et c'est quand même eux que ça impacte le plus, se retrouvent sur la baisse des coups en points de leurs unités, par exemple de squelettes, de zombies, de ce genre de choses. On l'a pas, malheureusement c'est dommage, et on aurait aussi aimé, même si c'est le même War Scroll, une baisse de Nagash, par exemple, ou d'Arcane en Légion of Nagash, pour se dire, il y a vraiment un intérêt, quand je paye mon mec 880 points en Osiarque, parce qu'il va avoir sa save à 2 en Petrifex, parce qu'il va être à -3, parce qu'il a accès à tout le domaine Petrifex, etc. Ce qu'on peut comprendre. Par contre, en Légion of Nagash, il est clairement moins bon.
Donc ce serait logique qu'ils valent moins cher, Ce que qui est tu pas le dis cas. est valable aussi pour tous les Morghast. En fait, c'est valable pour quasiment toutes les augmentations en points qu'on voit. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est systématiquement des unités que tu peux jouer dans les deux. Et c'est dommage, c'est Ouais. exactement ce que je viens de dire, c'est vraiment dommage de pénaliser, on va dire, une Légion of Nakash qui est charismatique, qui est historique. Ouais. C'est un des premiers BT Ouais, c'est ça. d'AOS. Et c'est d'ailleurs les armées historiques des anciens joueurs de Battle. Tout à fait. Et c'est super dommage là d'avoir pénalisé ces petits gars-là. Ah, c'est des petits gars super sympas. Tout ça parce que derrière, il y a les Osiris. Il faut quand même noter, excuse-moi, que les Blue Knights, eux, sont passés de 200 à 180 points, donc ils ont perdu quasiment 10%. ouais. Et c'est pas mal parce que c'est une unité très c'est létale. Ça, c'est bien, parce que c'est une bonne unité létale, qui a un bon tanking. Effectivement, c'est bien de les avoir. Ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. Quand on voit les Morghast, qui up en points, parce que la hausse en points, ça se discute, mais à la rigueur, ça pourrait se comprendre en Osiark. Et encore, je pense que c'est des unités qui sont encore un peu trop chères. Par contre, en Légion of Nagash, les pauvres, on les voyait déjà pas, on les verra encore moins. C'est quand même dommage. Je comprends la même figurine, le même coup en points, mais il faut quand même prendre en compte que tu as toute l'allégeance qui va autour. Et je pense que ce manuel du général fait quand même vraiment globalement très mal au Battle Tome Greatest of Nagash, peut-être un peu trop, ce qui est un peu dommage. On le voyait quand même de moins en moins. Aujourd'hui, ça va devenir vraiment compliqué de le sortir. Heureusement qu'il leur reste les fausses communes. Voilà. Par contre, le reste, c'est vrai que ça leur tape quand même dessus assez fort, justement, sur la perte des objets, du stack du Feel No Pain, la hausse des points. À voir si, pourquoi pas, les royaumes peuvent leur apporter quelque chose. À l'inverse, côté mort, c'est les Knighthood. Alors pour le coup, pareil, un tout premier Battle Tome officiellement sorti pour la V2 avec leurs opposants Stormcast de la boîte sous Loire. Il y a que des baisses, hein. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on a envie de jouer quand on joue Knighthood, on a envie de jouer Lady Olinder, on a envie de jouer Coup de Rose Valentiane. Ils perdent 20 points. Oh non, puis ils volent des CP, je sais pas. Voilà. Ils perdent 20 points, c'est bien. Le Black Coach, qui est une figurine magnifique, mais qui était un tout petit peu trop cher, perd aussi des points, c'est bien. Les Deathside Aridan perdent des points. Les personnages qui rentraient pas, aujourd'hui, vont rentrer plus facilement. Encore une fois, mis bout à bout, ça permet peut-être de rajouter une petite unité de chasse, une petite Mimon de Banshee ou ce genre de choses. Et ça va peut-être rendre l'armée plus intéressante. Franchement, pourquoi pas? Yes. Ensuite, on a les Osiarks, mais on va les zapper puisque ceux-ci ne sont pas mis à jour, malheureusement, dans ce livre-là. On va passer à la destruction et on commence par les Gloomspite, qui ont vu globalement leur coût en point baisser. Eh ben, ils en avaient nettement besoin parce que, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'était une des armées qui bénéficiait du fait de lancer beaucoup de endless spells. Aujourd'hui, ce build d'armée n'existe plus. Il fallait contrebalancer par une baisse de points. Alors, il y a eu des efforts, on va dire, de fait. Malheureusement, pas assez. C'est-à-dire que tous les gros monstres, Arachnarok, Troll, ce genre de choses a baissé. C'est bien. Il y en a certains qui ont même beaucoup baissé. Je pense notamment à la Ragnarok qui n'a aucun gobelin sur elle. Elle a réellement beaucoup baissé. Ça la rend cohérente. Ça la rend pas trop forte, ça la rend cohérente. Par contre, la horde de gobelins qu'on avait envie d'avoir, les Stabas ont pas baissé. Alors les Shuta ont un peu baissé, mais les Stabas n'ont pas baissé. Les Squig, à part le personnage sur Mangler qui était super fort, qui l'est encore plus parce qu'il vaut 20 points de moins, c'était déjà arrivé dans la fac, ça. Donc ça a été la confirmation de ça. Voilà. Donc globalement, ça va encore dans le bon sens sur les gobelins, mais je pense que malgré ces baisses-là, le fait de perdre leur capacité à lancer plus de 3 endless spells, c'est quand même un nerf global de cette armée qui malheureusement ne le méritait pas. Yes. Ensuite, on a les ogres, mais ceux-ci ne sont pas couverts par ce livre-là. De même pour les Oruk. Alors ça, c'est plus surprenant, Ouais. parce que même s'il y en a que 2 toutes petites changements sur City of Sigmar, c'est dedans. Oruk Warclan est sorti le même week-end. Donc est-ce que c'est leur nouveau coup en point, Games part du principe qu'il n'y a rien à équilibrer, que tout va bien ici, ou est-ce qu'ils sont dans la fac? Aujourd'hui, on ne sait pas. Je pense qu'il y a quand même des unités qui devraient voir leur coup en point réduit à la baisse, parce qu'elles sont un peu trop chères aujourd'hui. Notamment les gros personnages sur monstres. Globalement, dans tout le manuel du général, tous les monstres ont baissé. Il serait logique de penser que Gordrak et le méga-boss sur Mokrocha vont baisser aussi si on suit la tendance globale. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas si ça a été coupé, on va dire, au niveau des sorties des Battle Tomes sur le même week-end. City of Sigmar, t'es dedans, et Oruk Warclan, tu l'es pas. Ou est-ce que peut-être dans la fac, il y aura d'autres unités City of Sigmar? On ne sait pas. Voilà. Ou alors s'il n'y a pas eu de changement du tout de coup en point, ce qui serait quand même la toute première fois qu'une armée n'a aucun changement de coup en point, ce sera assez particulier. T'as parlé justement dans City of Sigmar, on va donc passer côté Horde, les gentils, enfin les faux gentils. Ce Là, sont des toilettes. au niveau justement de City of Sigmar, on va avoir même pas 2 modifications, puisque il y a 2 astérix, mais il n'y en a qu'une qui a changé. C'est les Drakespawn Knight qui passent de 170 à 130 points les 5. Alors c'est très bien qu'ils aient une baisse, parce que 170, il rentrait en comparaison avec les Morsards et il la perdait. À 130 points, ça devient une vraie bonne cavalerie. Je pense que moi, personnellement, je vais avoir envie de la retester. C'est la seule modification de tout le Battle Tome. Je pense que ça aurait été intéressant d'en avoir d'autres, notamment sur les Steam Tanks ou ce genre d'unités qui sont jamais jouées parce que beaucoup trop chères. C'est quand même assez étonnant qu'un Battle Tome qui a tant d'entrées n'ait pas de changement. Et on attendait beaucoup un changement sur 2 unités d'infanterie qui sont les joueurs d'épée
on va dire côté classique Empire, et les exécuteurs côté Elfe Noir, qui devaient baisser pour rentrer en comparaison avec les autres unités d'élite que tu peux avoir dans le Parce que top. toutes les élites étaient à 16 points pièce. Voilà, et qui ne bougent pas. Donc on ne continuera malheureusement à pas les voir. Donc encore une fois, est-ce que ce sera couvert plus tard ou pas, on ne sait pas. Mais petite tristesse personnelle de ne pas pouvoir jouer ces deux unités hyper charismatiques qui sont beaucoup trop chères et qu'on verra pas. On continue dans la tristesse et on va passer au Dr. F. Kane, ta deuxième armée. Là, on voit globalement quelques réajustements au niveau des coups en points. On a l'Avatar qui passe de 180 à 140, la Hack Queen qui était à 60 points au début, qui est passée à 90 et qui continue de monter puisqu'elle passe à 100. Après, derrière, par contre, c'est que des baisses. Alors, sur l'Avatar de Kane, c'est quand même 40 points de baisse. Ça va donner envie de retester l'Avatar. Après, c'est quand même une figurine qui synergise pas trop avec l'armée seule. C'est-à-dire que monter sur le chaudron, on est très content de la voir. Tout seul, pas forcément. Après 140 points, on commence à rentrer dans la tranche de points des unités de chasse. Pourquoi pas? Je pense que je le retesterai. La Queen, il n'y a pas de scandale, hein, globalement. De toute manière, dans les builds, on jouait 2 à Queen, on était à 1980. Donc on jouera 2 à Queen, on sera à 2000, on perdra un triomphe. C'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. La Queen en elle-même vaut ses 100 points. Ensuite, on a une baisse en points des Bloodstalkers. L'unité est nulle, malheureusement. C'est-à-dire que j'ai essayé de la jouer plein de fois et elle m'a toujours énormément déçu. Donc elle baisse de coups en points. Tant mieux, mais c'est pas ça qui fera qu'on aura envie de la jouer. On la testera par principe. Il y a un truc à noter. Il y a l'arrivée du coup en point de la bande de Shadespire. Et j'espère que celle-là va pas être nulle. Alors, quand on voit le coup en point et le nombre de figurines qu'il y a dans la bande, ça quand même sent pas le champion de l'année. Mais pour l'instant, on va pas être méchant sur une unité dont on a toujours Elle pas vaut vu voir 140 points d'effet. Ouais, ça fait un peu peur. Elle a intérêt à être une bonne Hack Queen très très forte. Parce que sinon, pour ce prix-là, on la jouera pas. Mais en tout cas, voilà, les dogs vont avoir une bande de Shadespire. Et ça fait tellement longtemps que je l'attendais que, gros soulagement. On continue ensuite, toujours avec les gentils, et c'est des vrais gentils, c'est les Fire Slayer. Aucun changement, c'est-à-dire que c'est directement la fac qui avait été appliquée il y a quasiment 8 mois, qui est appliquée ici. C'est globalement le fait que les Vulkits passe de 160 à 140 points, donc pour qu'il y ait un vrai choix entre Vulkit et Berserker. Les Berserkers, eux, sont passés de 5 à 20 et puis de 5 à 30, mais l'avantage, c'est qu'ils ont justement leur réduction de horde directement à 20 et plus à 30. Ouais. Donc c'est beaucoup plus sympa à jouer, c'est un nerf très intelligent, parce que c'est plus rigolo à jouer. Avant, je jouais 2 packs de 30, maintenant je joue 3 packs de 20. Donc c'est pas un nerf. Donc c'est pas un nerf. Par contre, en fait, là où c'est un nerf, c'est que certaines unités qui n'étaient pas capables d'en gérer 30, maintenant savent en gérer 20. Ou en tout cas, dessouffler suffisamment 20 figurines pour derrière pouvoir continuer la game et pas rentrer dans la manette. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus facile de les gérer par 20. Par contre, il faut gérer 3 packs et pas 2. Donc ça change un peu quand même la manière de jouer. Effectivement, ils ont monté les Vulkits. Ils ont touché, entre guillemets, au Berserk pour offrir un choix jusqu'à présent. Alors, il y a eu peu de tournois dernièrement, mais on a quand même souvent tendance à avoir 3 unités de Berserker. Et pas beaucoup de Vulkit. Est-ce que ça va changer demain? La méta ne donne pas envie de jouer du Vulkit parce que le Vulkit n'a pas de Feel No Pain. Et aujourd'hui, je pense que sortir sans soit une très très bonne sauvegarde, soit des effectifs pléthoriques pour que les blessures mortelles soient diluées en fait dans le nombre de points de vie que tu as à offrir, soit avoir un Feel No Pain, c'est très compliqué. Donc eux, ils n'ont pas des effectifs pléthoriques, mais ils ont quand même 2 points de vie et un bon Feel No Pain. La méta favorise encore le Berserker. À noter qu'il y a quand même un changement dans leur armement. On avait tendance beaucoup à les jouer avec l'arme qui était rien de moins 1 dégâts 2. Et maintenant, il y a au moins une unité qui sort avec les armes qui claquent 2 blessures mortelles sur des 6, notamment pour gérer le Mortal Guard. Yes, on notera juste pour finir que Lord of the Lodge, donc la charte de bataillon, a pris 10 points. Et aussi que, en gros, tout ce qui est Magmadrot a vu son coup en point légèrement diminuer. Ce qui est logique, surtout pour le bataillon qui est vraiment très très fort. Yes. Ensuite, toujours avec les gentils, mais les gentils sous-marins, c'est les idonettes. On avait pas mal chié dessus sur le dernier manuel général, parce que malheureusement, encore une fois, on ne jurait que par les murènes, qu'elles soient de défense ou d'attaque. Là, il y a quasiment pas de changement en points. Les changements en points qui sont appliqués sur les eidolons, sur le requin et ainsi de suite, étaient déjà pris justement de la dernière fac. Par contre, là, on va voir des modifications. C'est au niveau des namartitrales qui avaient déjà baissé puisqu'ils étaient passés à 130 points, donc à 13 points pièce, alors qu'avant ils étaient à 14, et maintenant ils passent à 12 avec surtout une réduction de horde, puisque quand on va les jouer par 30, on va être à 10,6 points par figurine, soit 320 points les 30. Alors ce qui est intéressant avec les idonettes, c'est que si on reprend le BT tel qu'il est sorti, il n'y a pas un coup en point qui n'a pas bougé. Ils ont tous été modifiés au moins une fois, parfois 2. Donc ce qu'il faut voir, c'est que avec la baisse des points, par exemple de la Lopex et du Léviadon, c'est des unités qui étaient injouables, qui sont devenues très très correctes. Notamment l'Alopex, qui a commencé sa carrière comme une figurine très jolie, mais insortable, aujourd'hui est vraiment très fort. Ça fait pas mal de bonnes perfs en tournoi en France et à l'étranger. Les murailles n'ont pas bougé, c'était très bien. Elles avaient pris un up de points, notamment les Morsards. Justifié.
justifié. Il fallait pas en remettre une deuxième couche. À 170 points, ils sont très bien. La grosse doléance qu'on avait toujours, c'était qu'en fait, tu n'avais que le build Akhelian Corp qui était viable et il n'avait jamais rien fait pour les Thrall. Et quand tu voyais toutes les unités d'infanterie qui étaient sorties, encore une fois, on parle des Luminettes, on parle des Ossiarchs, ce genre d'unités-là, on comprenait pas le coup en point des Thrall, qui ont une vraie baisse parce que passer de 13 points à 10,6, c'est quand même un vrai up. Donc c'est vraiment intéressant de voir est-ce qu'aujourd'hui on va être capable de ressortir des unités de Thrall, des unités de River ou des Eidolons dans une unité Idonet. Franchement, pourquoi pas. Et je pense que l'Idonet est un modèle d'équilibre et de ce que peuvent apporter les manuels généraux. C'est-à-dire que l'armée n'a fait que se renforcer intelligemment au fil des changements de points pour devenir une armée qui a aujourd'hui parfaitement sa place dans le méta, parce que forcément un méta très orienté sur le tir, l'Idonet qui est à moitié pas sur la table, et quand il arrive sur la table, il va te charger directement, il va te faire mal de manière très chirurgicale, et après il va quand même quelque part contrôler tes tirs, sachant que tu pourras tirer que sur l'unité la plus proche et qu'il a le nuage de minuit pour te foguer une phase de tir complète. Franchement, c'est un vrai bon Battletome. Foqué, tu peux dire foqué. Qui a sa place aujourd'hui dans du jeu équipe. Donc c'est très intéressant par rapport à ça, et qui a enfin des coups en point cohérents pour toutes ces entrées, ce qui fait qu'on peut en jouer. Alors évidemment, les Murennes resteront un peu supérieurs au Thrall, parce que leur War Scroll et leur mobilité les rendent plus intéressantes. Mais aujourd'hui, le Thrall est cohérent, et c'est bien d'avoir ça. Yes. Ensuite, on voit que les Caradrons sont présents, mais pas mis à jour, tout comme les Luminettes, ça pour le coup on peut l'entendre. Et ensuite, les Séraphons non plus ne sont pas mis à jour. On va donc arriver directement sur les Stormcast, et alors là c'est Noël. Tout a baissé. Ouais, bah c'est logique. C'était comme les Nighthaunt, en fait. C'était le tout premier Battletome qui est sorti pour la V2. Les Talons, ça a toujours été le Liberator, 100 points les 5. Il est passé à 90 points les 5. Il pourrait même baisser encore un tout petit peu, ce serait pas choquant quand on voit les très bonnes unités de ligne qui sont arrivées derrière. Et tous les personnages, tout ce qui était unité d'élite, de paladin, unité montée sur des dracotes, avaient besoin d'une baisse. Ils l'ont quasiment tous eu, ce qui est très bien. Ce qui va donner envie d'en jouer un peu plus. À noter que même, et c'est là qu'on voit la montée en puissance des derniers Battletomes, il y a un an, mais il y a 18 mois même pour être plus précis, l'Évocateur était une des unités les plus fortes du jeu. Voilà, elle créait limite de la frustration parce qu'elle mettait des BM, etc. Ils avaient monté, aujourd'hui ils rebaissent. Et c'est logique qu'ils rebaissent parce qu'on n'en voit plus en fait. Voilà. Donc ça prouve aussi que les derniers Battletomes sortis sont quand même un peu au-dessus, même beaucoup au-dessus de ceux qui sont sortis il y a 18 mois. Donc c'est bien qu'on ait ces baisses. Même les Sekitor rebaissent. C'est pareil, on avait l'habitude d'en jouer beaucoup, ils étaient trop forts, ils ont monté, aujourd'hui ils sont en dessous de la méta, ils rebaissent. Après il y a quand même des baisses qui sont assez intéressantes. Quand on voit que le Prime perd 40 points, qu'Aventis Firestrike perd 40 points, des gros personnages comme ça, franchement le Prime, sachant que tu peux l'allier dans beaucoup d'armées, l'Etherwing perd 10 points, alors ça par contre j'ai pas compris. Pour moi l'Etherwing ça reste une des toutes meilleures unités du Battletome, voire de la faction Order, voire peut-être du jeu, parce que ça empêche l'adversaire de charger pendant son tour, ce qui est quand même extrêmement fort. Con, oui. Voilà, donc perdre 10 points sur les pigeons dans la liste Shootcast, sachant qu'ils avaient vu leur tireur augmenter, ce qui avait un peu nerfé la liste, ils voient leur Etherwing baisser, donc en fait on revient à ce qu'elle était avant, et c'est la seule faction Order qui peut s'allier avec des Luminettes. Donc ils vont pouvoir se rajouter 20 archers sentinelles, ce qui va leur donner un énorme buff. Donc les Stormcast sont pour moi, à l'heure actuelle, les gros gagnants avec Nurgle, et peut-être même encore plus que Nurgle, de cette review des coups en point. Yes, alors c'est assez intéressant parce que là on parle justement de diminution mathématique du coup en points. Ce qui est rigolo, c'est que là globalement sur certaines listes on va gagner plus ou moins 200 points sur un build à 2000, donc c'est quand même super cool. Ça va nous rajouter 10%. Hein. C'est vraiment sympa. C'est surtout constant. Limite quelle que soit la tranche de la liste, on va avoir ce gain. Et ce qui est sympa aussi, c'est que comme on est sur une armée un peu d'étalonnage commercial de Game Workshop, on est sur une armée qui sait tout faire. Ou ce qu'aujourd'hui avec ces diminutions en points, elle va savoir aussi par exemple tirer très fort. Ah bah oui, aujourd'hui le build, et encore une fois ça prouve que la méta est une méta de tir, la liste Stormcast qui perf en tournoi le plus, c'est la liste, ce qu'on appelle Shootcast, avec des unités de Vanguard Raptor protégées par des Etherwing. Après, on avait les listes basées sur les chambres sacro-saintes, ce qu'on appelait les Gav Bombs par exemple, qui avec Gabriel Schuart faisait téléporter des unités pour les faire charger avec des bonus, etc. On les voyait plus depuis un petit moment, avec toutes ces baisses en points. Je sais pas si elles vont revenir dans le méta, parce que le méta reste peu permissif pour ce type d'unité-là, mais en tout cas, on va avoir envie de les retester, parce que les baisses en points, comme tu dis, on va gagner 200 points, et maintenant, il y a beaucoup de très bons héros qui sont passés de 220 à 200. Donc tu peux rentrer ces très bons héros dans des listes où avant, tu ne pouvais pas les jouer. Et peut-être que c'est ce héros qui va faire la différence. Donc en tout cas, on a envie de retester ça. Et encore une fois, leur alliance potentielle avec les Luminettes leur ouvre aussi beaucoup d'options de jeu. Il y a pas que les archers, il y a la cavalerie aussi. Tu peux avoir envie d'aller chercher des cavaliers pour avoir une unité vraiment de grosses projections sur table. Les Stormcast ont une bonne projection quand ils FEP. Mais après, une fois qu'ils sont arrivés sur table, c'est quand même une armée qui est assez lente. Les petites flèches de Dawn Rider qui sont quand même extrêmement mobiles, ça peut valoir le coup de les tester aussi. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Stormcast. On sait très bien que c'est l'armée poster boy de AOS. On se doute que peut-être on aura une V3 un jour ou l'autre. Il y aura sûrement une nouvelle chambre qui va être ouverte.
La nouvelle chambre qui sera ouverte apportera encore des bonnes choses au Stormcast, qui vont vraiment commencer à devenir très très complets. Je pense que la seule chose qui leur manque, c'est une grosse machine de guerre. Voilà. Je pense qu'ils l'auront un jour ou l'autre, et après ce sera réglé. Mais quand tu vois que le Prime a baissé, le Lord Celestant sur Star Drake a baissé, enfin, franchement, il y a beaucoup de bonnes choses sur les Stormcast. Yes. On va terminer cette review avec les Sylvanettes, puisque c'est les derniers BT à avoir eu des changements en coup en point, et c'est globalement des gros changements. Ouais, et encore une fois, qui vont dans le bon sens. À l'Ariel qui perd 60 points, avant elle valait 660 comme Teclis, donc trop cher. Le fait qu'elle passe à 600 points, sachant qu'elle peut invoquer un monstre derrière, encore une fois, c'est pas mal. Alors elle, quelque part, elle redeviendra jouable à partir du moment où Shaman sera appliqué. Parce que le défaut d'Alariel, c'est qu'en fait, elle n'a pas de tanking. Et elle peut pas s'en donner. Parce que Teclis, il peut mine de rien se rendre éthéré, il peut se donner un Phinopen à 5, Alariel ne peut rien faire. La seule chose qui la sauve, c'est sa sauvegarde native de 3, qui aujourd'hui, vu le volume de tir qu'elle peut prendre, n'est pas suffisant. Maintenant, comme elle se soigne bien, si elle arrive à survivre et à pas se faire one-shot, elle peut se soigner. Avec une sauvegarde à 2, donc avec le sort de Shaman, pourquoi pas. C'est la seule entrée qui m'a fait nuancer un peu le venin que j'ai craché tout à l'heure sur Shaman, c'est de penser à Alariel. Parce que les Sylvanettes, aujourd'hui, sont quand même très bas dans le méta. Peut-être trop bas par rapport à ce que l'armée devrait représenter. Après, il y a que des basses en points sur les Kurnos, ce qui est totalement cohérent. Encore une fois, infanterie monstrueuse, placement un peu compliqué. Ouais. C'est la seule qui surnage un petit peu au milieu de tous ces Doombull, Croxigor, etc. C'est les Kurnos, ça continue à aller dans le bon sens avec une petite baisse en points. Et sur les 3 modèles d'homme arbre, hein, c'est-à-dire le Spirit of Virtue, le Vénérable ou l'homme arbre classique, encore une fois, on a une petite baisse, même parfois une bonne baisse, ouais, qui est très agréable à prendre. 40 points, c'est un endless spell. Hein. Quand on sait que les endless spells Sylvanettes sont quand même très corrects, on est content d'aller en chercher. On aurait peut-être aimé une petite baisse aussi globale des tri revenants. Voilà, qui sont des unités qui sont malheureusement trop chères, alors que les dryades sont parfaitement équilibrées par leur coût en points. On continuera à jouer des dryades, on continuera à jouer peu de tri revenants ou vraiment uniquement pour la taxe. C'est dommage qu'ils aient pas eu le même bénéfice que les trals, c'est-à-dire une baisse assez conséquente de leur coût en points pour qu'on ait envie de jouer des grosses unités de tri revenants. Voilà, pour changer de gameplay. Mais globalement, pour les Sylvanettes, c'est quand même très positif. Et enfin, dernière modification des coups en points, c'est tout simplement parmi les sorts persistants génériques, le bridge, le pont, qui passe de 70 à 100 points. Ça, c'est uniquement pour les listes City of Sigmar qui, comme ils peuvent l'empower, avaient tendance à en abuser parce qu'au lieu de te mettre à 12, tu te mettais à 24, ça changeait complètement la puissance du sort. Donc globalement, dans les autres armées, on le voyait jamais. Dans City of Sigmar, on le voyait tout le temps, dans ses builds en tout cas basés là-dessus. Donc dans City of Sigmar, il valait ses 100 points. Donc quelque part, les autres l'utiliseront encore moins, mais de toute manière, ils l'utilisaient pas. Donc quelque part, c'est pas un nerf. Et en City of Sigmar, il valait vraiment 100 points. Il vaut 100 points, il n'y a rien à dire par rapport à ça. On a fait le tour de tout ce qui fait le manuel du général. On a parlé du jeu libre, du jeu narratif, du jeu compétitif en équipe, et là, des coups en points du match play. Franchement, c'est le manuel général pour tous. C'est-à-dire que pour le coup, tout est bien traité, beaucoup de frustration et au niveau du fait qu'il y a 30% des armées qui n'ont pas de réévaluation en coup en point dans cet ouvrage-là. Il sera gratuit normalement directement sur le site de Warhammer Community, donc ça c'est plutôt pas mal. Le fait est quand même que c'est la première fois qu'ils vont autant au bout d'un exercice d'un manuel général. Ouais, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Game met vraiment en avant leurs 3 types de jeux, c'est-à-dire le libre, le narratif et le compétitif. Mais même dans le compétitif, ils sont allés un petit peu plus loin en rajoutant vraiment des règles de tournoi. On voit qu'ils veulent aussi prendre la main. Et ce qui est bien qu'un éditeur soutienne l'aspect compétitif de son jeu, ils ont mis des règles intéressantes avec la limitation du temps. Ils parlent pas de clock, mais pas très loin quand même, en disant faut limiter le temps. Une partie c'est 2h30, c'est 5 tours. Trichez pas. Bon, ça c'est logique, mais voilà, encore une fois, c'est réécrit. Tout va dans le bon sens en fait. La seule, effectivement, doléance, c'est qu'aujourd'hui on aurait quand même aimé vous faire une analyse un peu plus globale méta basée sur ce qu'on sait de la méta de ces 6 derniers mois. Le problème, c'est comme elle est drivée par des armées qui n'ont pas de modification. Aujourd'hui, c'était compliqué de se prêter à cet exercice-là. Donc, je pense qu'on refera une vidéo quand la fac sortira et qu'on aura un peu digéré tout ça. Mais, encore une fois, on l'a déjà dit, mais ça va dans le bon sens avec toutes les armées un peu plus bas dans la méta qui ont en tout cas aucun nerf. Elles ne peuvent donc que remonter. Surtout si le haut du panier descend, ça va rééquilibrer un petit peu les choses. La version 2 a quand même plus de 2 ans d'existence, on rentre dans, je pense, peut-être sa dernière année, la plupart des Battle Tomes sont sortis. Voilà, on verra bien, on espère que ce manuel va nous accompagner tout au long de l'année. Il est quand même assez globalement sain et cohérent. Les petites modifications sur les scénarios vont nous redonner de l'intérêt à jouer des scénars qu'on connaît parfois depuis 18 mois, mais les petits changements font que ça se joue plus du tout de la même manière. Il n'y a que du bon. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement dépatouiller le manuel général 2020. On va se revoir pour la fac pour parler justement du haut du panier. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.